La légende Dustin Poirier s'en est allé avec une défaite contre Max Holloway. Et si Max pouvait détrôner Ilia Topuria de la ceinture des 155? Régnier de Reader va-t-il s'inscrire dans la liste des challengers pour la ceinture des poids moyens face à Robert Whittaker à l'UFC Abu Dhabi? Que retenir du PFL Africa avec l'immense soumission de Costello Vance Tennis contre Johnny Eblen? Pour son nouveau numéro, Aldric Enerby vous décrypte toute l'actualité du MMA du week-end et du week-end prochain. Générique. Aldric, on se retrouve pour le 12e numéro d'Aldric Enerby. Je voulais déjà remercier tous les auditeurs de Jab Life. Aldric, on est maintenant 16 500 abonnés en moins de 3 mois sur la chaîne, c'est super cool. N'hésitez pas à vous abonner, je sais qu'il y a plus de monde qui regarde notre émission que 16 500, donc n'hésitez pas à venir renforcer les rangs pour faire monter l'armée Jab Life. Petit instant aussi, jeu concours. Aldric, tu sais qu'il y a une dizaine de jours, on avait fait un jeu concours pour le livre La boxe c'est quoi de Nicolas Zeisler, un livre de boxe qu'on vous a gagné et sur YouTube et sur TikTok, donc on a les noms des deux gagnants. Sur YouTube, c'est @JohanDanet1112 et sur TikTok, c'est @liam.vr2l. Il faudra que les deux gagnants nous contactent soit à l'adresse mail jablife@gridbullmedia.com ou via notre page Instagram jablife.mma pour récupérer votre lot. Il faudra nous fournir la preuve que vous êtes bien propriétaire du compte et sachez que si on n'a pas de réponse dans les 72 heures, on pourrait refaire un tirage au sort, donc n'hésitez pas, les deux gagnants, à réclamer votre livre. La boxe, c'est quoi? Aldric, on part sur l'actualité du week-end et elle est chargée du week-end récent et du week-end à venir. Et on commence bien sûr par le débrief du gros événement. C'était samedi soir à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, l'UFC 318 avec, je le disais dans l'intro, la fin de parcours pour l'immense Dustin Poirier, la légende qui a tiré sa révérence, qui a posé les gants au milieu de la cage. Ça faisait quelque chose quand même de le voir s'arrêter. Moi, je pense que c'est le bon moment. Et tu sais, il y a des trucs, des faits des fight facts, des faits de combat qui trompent pas. Le fait qu'il veut pas, il répond pas bien à sa convocation à la fin, tu vois. Tu sens qu'il veut grappler. Je pense qu'il veut plus en prendre là, ça y est. Alors moi, je me suis dit, je pense qu'il voulait pas se prendre un KO devant les siens. Non, il devait faire le discours. Tu sais, ça excite ça quand t'es combattant, ce genre de truc. Et en fait, il pense pas à ça après. Et là, la raison, je pense qu'il a retrouvé la raison. C'est pas pour te faire de la mauvaise pub pour ta carte Maison Blanche, hein, mais. Mon avis, non, là, je pense aussi. Là, quand il a déposé les gants, là, il se fera pas convaincre. Même pour ça, il ira pas. Mais ouais, cette dernière question, c'est marrant, mais moi, sur le coup, je me suis dit, ouais, il veut pas, tu vois, il a un discours à faire, il doit poser les gants. Qu'est-ce que tu fais si tu te fais rétamer comme une Gedji, tu vois, et que tu dois sortir pas sur un brancard, mais je pense que quand t'es combattant, tu penses pas à ça. Voilà, Max, c'est du Max, hein, il a continué de faire ça. Donc, défaite contre Max Holloway, décision unanime pour ce combat-là. On va commencer là-dessus. Ouais. Deux juges qui ont donné 49-46, un juge qui a donné 48-47. Je vais être clair, Aldric, j'ai 50-45 Max. C'est pas ça, moi, qui me... On va revenir un peu sur le jab culture qu'on avait fait sur les juges. C'est pas ça qui me choque, parce qu'à la limite, tu donnes... Qui t'a donné un round, ben, tu vois, je vais donner un bon point, un solde d'Amato sur ce coup-là, parce que lui, il donne un seul round à Dustin et c'est le 2, où il down. Donc à la limite, tu vois... Tu lui donnes le 2 ? Non, mais je le comprends. Okay, allez, tu vois, on a un premier point de désaccord. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a 100 frappes d'écart. Donc on va pas parler de masterclass, mais il y a 100 frappes d'écart, Alex. C'est-à-dire qu'il y a Max qui en a mis 200, 198 très exactement, et Dustin qui en a mis 109. Donc, il n'y a pas lieu, à part le premier round où il n'y a que 10 frappes, sinon à chaque round, il lui met 20 frappes. Donc, sur 20 frappes effectives d'écart, si tu me dis, oui, mais il l'a sonné, je lui donne le 2, tu as au moins des arguments à me soumettre. Moi, je ne lui aurais pas donné. Sauf qu'il prend un down au début du 2. C'est ça mon problème, c'est que l'UFC Fight Stat n'a pas comptabilisé. Ok, mais t'as 3 minutes 54 minutes qui sont pour Max, dans mon livre, puis la dernière minute qui est pour... Mais je suis d'accord avec toi. Et en fait, pour moi, il y a un partout au down, sauf que j'ai pas très... je suis en train de creuser et je vais avoir la réponse bientôt pour en parler sur Jab Life parce que j'ai contacté des juges de Las Vegas que je connais. Je vais leur demander s'ils ont les stats en live. C'est possible. Parce que, tu vois, comme par hasard, l'erreur, ils la font. C'est-à-dire qu'ils ont qu'un seul... Si tu vas sur UFC Fight Stat, et tout le monde peut y aller, il n'y a rien de confidentiel, on te dit un down partout. Sauf que non, pour moi, Dustin, il se fait downer 2 fois par Max. Oui, on est d'accord. Mais alors là c'est fou. C'est-à-dire que s'ils te répondent ça et que ça influence plus que ce qu'ils ont vu, parce que t'es censé ce que tu vois qui est censé influencer. Moi, je compare toujours les deux. En fait, j'ai 4 minutes. C'est trop marrant parce que moi, j'ai noté D'Amato en disant c'est le truc, la plus grosse dinguerie pour moi sur la carte des juges. Non, parce que il y a 4 minutes pour Max, 1 minute pour Dustin. Ouais, et en fait, j'ai l'impression qu'il se fait influencer parce que c'est la dernière minute. C'est l'impression là, mon de fin de D'Amato, tu le laisses tranquille pour une fois parce que regarde, Derek Clearly, il donne le 3 et le 4 à Dustin. Vas-y, donne. Ok, non, il est plus dingue que ça. Je suis d'accord. En donner 2 à Dustin, sur c'est 3 plus. Et sur 4, il prend 20 frappes.
Tu peux lui donner comment? Attends, Eric Collin, il donne le 4 à Dustin. Explique-moi alors, vas-y, pourquoi? Ah, j'ai aucune explication. Je t'ai dit, j'ai On est 50-45 d'accord max. que le seul où il y a un semblant d'explication, c'est le 2. Ok, t'as un semblant de cheminement intellectuel. Voilà. Mais si t'es honnête, Moi, je donne 50-45. c'est c'est l'impression de fin de round. C'est-à-dire que si la dernière minute de Dustin, elle se passe à la première minute, Saul, il a regardé son téléphone et qu'il a vu que le down de la fin, tu vois. si elle se passe à la première minute du round et que c'est derrière ces 4 minutes de max, dont un down, tu le donnes à max. Ou alors, tu neutralises les downs à un partout, tu regardes sur le volume et il y avait un frappe d'écart en faveur de Max. Tu le donnes. Et moi, je suis d'accord. 50-45. Mais, à la limite, je dis, le seul qui a une explication fondamentale, c'est D'Amato. Je te dis, ouais, il a été downé. Après, comment tu peux donner le 3 ou le 4 à Dustin alors qu'il prend 20 frappes? Moi, je sais pas, tu vois, je comprends pas. Ah, ça, c'est impossible. C'est dangereux, ces juges, hein, vraiment, parce que on voit toujours pas de 18, même quand il y a des downs, on n'en voit pas. Et sur des combats en 3 rounds, et on verra par la suite où ça peut être plus serré, c'est très dangereux, leur perception du combat. On rappelle que début août, il y a le vote de la commission pour clarifier tout ça, et on espère que ce sera fait, et que quand ce sera fait, on reviendra sans doute dans un jab culture pour compléter un peu le jab culture qu'on avait déjà fait là-dessus, et voir à quel point ça va être plus clair à ce niveau-là. Avant de rentrer dans le combat et dans la suite pour Max aussi, parce qu'il n'y a pas de suite pour Dustin, mais un petit hommage à Dustin. Déjà, un petit truc marrant, j'ai vu ressortir un tweet d'il y a 10 ans pile, quand il avait fait, je t'avais dit, il était à la Fight Night à Nouvelle-Orléans il y a 10 ans, et il avait tweeté juste après le truc, quand Dustin avait tweeté « Quand je serai grand, je veux devenir Robbie Lawler ». Okay. Je crois que t'as réussi, Dustin Poirier. Il a fait mieux. Ouais. Il a fait mieux. Moi, il a pas été champion, mais on l'a dit, c'est pas grave ça. Je crois que je l'avais dit sur les premiers Jab Live que pour moi c'était une carrière gâchée, Robbie, parce que il s'entraînait pas très sérieusement et il s'entraînait que quand il avait un combat. Et il avait le potentiel avec la lutte qu'il avait fait en universitaire, il avait un potentiel pour être un GOAT de ce sport. Mais Dustin, il a déjà fait mieux. Je suis d'accord. Même s'il a pas eu la vraie ceinture, alors que Robbie l'a eu. Un combat, mais il l'a eu. Mais on l'a dit, ça fait pas la différence. Je l'ai dit quand j'ai fait le podcast Octogone sur Dustin Poirier avec Samir Omar, je disais, c'est ma question, il y a eu un grand blanc derrière de Samir Omar, tu te souviendras plus de Dustin Poirier ou de Tyron Woodley? Pareil. Il a eu un combat aussi, 2 combats Tyron, je crois. 2 combats. La réponse, elle est dans la question. Enfin, tu vois, tu te souviendras plus du mec qui a pas eu la ceinture incontestée. Ça change rien à ce niveau-là. Dustin, pour finir sur lui, il serait toujours compétitif. Il l'a montré quand même. Ah bah oui. Dans le top 10 des lightweights. Clairement. Moi, je pense que, tu sais, un mec comme Fiziev, je suis pas sûr qu'il passe Dustin, hein, même si c'est un Dustin retraité. Hein. Non, je suis d'accord. Mais je pense qu'il faut prendre, une fois que tu l'as décidé, tu vois, dans ta tête, tu l'as décidé. Non, mais là, il a plus envie. Voilà. Là, si c'est dur, il a plus envie. Tu l'as vu. Tu l'as vu à la fin, à la convocation, il y a répondu partiellement, quoi. C'est bon. Je pense que quand cette force qui est en toi, cette rage qui est en toi, elle laisse place à la conscience, comme tu l'as. Moi, je pense que tu as raison dans ce que tu dis. Il a pensé au discours, il a pensé au machin, ça veut dire qu'il faut arrêter. Oui. Ça dépasse ta conscience de combattant, en fait. C'est ça. Max, il y pense pas à ça. Pourtant, il a déjà pris plein de coups dans sa vie, il s'amuse, et il a dit, allez, vas-y, viens, on le fait. Mais Max, il est loin d'être fini. Et on va en reparler tout de suite. Super cool les images de respect dans les coulisses entre les deux qui chambrent aussi, qui se disent oui, il nous a pas donné le fight of the night, va voir Dana, va lui dire. Par contre, on va y revenir aussi là-dessus, mais le fils de Max qui dit à Dustin merci pour l'opportunité, enfin c'est super cool. Et je trouve pour le coup, je sais pas ce que t'en penses, c'est une super fin. Le combat était fun. Il était compétitif dans le combat, même si on voit Max largement devant, mais tu vois, il était présent, il l'a donné. Le round 2, c'est presque, il sera candidat au round of the year. Ah, je suis d'accord. C'est un round de folie. Donc c'est cool. Enfin, tu vois, c'est un beau départ pour une légende. Souvent, on a dit, il y a des départs ratés à l'UFC, tu vois. Allez, ça, c'est un beau est-ce qu'on départ. peut dire que le seul truc qui est raté, c'est le showcase de Lil Wayne? Petit peu. L'entrée. La ceinture à la fin, c'était cool. L'entrée, elle était pas top. Mais l'entrée, elle était pas ouf. Ouais. Non, l'entrée, elle est pas top. Non, même la fin est bien. Max qui se débarrasse du micro tout de suite, qui lui dit montrer le respect, tout ce qu'avait préparé l'UFC sur l'écran, c'était top. Quand tu vois Jones qui annonce ça, c'est Dana qui annonce ça à l'arrache. Tu l'as vécu, t'étais à Montréal. C'est là que je trouve, c'est bien d'annoncer ton départ, en fait, à l'UFC. Parce que José Aldo, il a fini au milieu d'une main card à Montréal sans que personne soit conscient qu'il partait. Ça aurait été bien qu'il ait un petit hommage, ou que ce soit à Rio, tu vois, ou qu'il y ait des choses. Il aurait fait au Brésil, c'était une émote, tu vois, mais là, c'était dans la discrétion, tu vois. Ouais, un peu dans ce sens-là. Donc, c'est bien de les prévenir quand t'es une légende, je pense, tu vois, qu'ils sachent que tu vas le faire pour qu'ils puissent être là. Le fight en lui-même. On n'avait pas tort sur l'analyse quand même, Aldric. On avait bon encore. Je persiste, entre suite 2019 et celui d'aujourd'hui, celui qui a le plus progressé, c'est Max Holloway. Évidemment. Ouais. Mais t'as vu le travail de jambes aussi? Parce que souvent, j'ai vu dans des analyses même américaines, la diff, elle se fait au corps. Bon, c'est vrai que il fait 64 frappes au corps. Mais la diff, pour moi, elle se fait pas au corps. T'as vu les push kicks qui sortent maintenant? Le travail en zone basse, il met 31 frappes en zone basse. Il faisait quasiment pas du tout avant ça. Il contre beaucoup mieux. Il annihile totalement en fait les possibilités d'entrée de Dustin. Moi je trouve que son jeu est bien plus well-rounded aujourd'hui. Et même ce coup de pied retourné, oui, il en abuse un tout petit peu. Il se fait plaisir. Il en abuse un tout petit peu, mais il est important en fait dans la suite parce qu'en fait,
son bras arrière est très fort. Ça, on le sait, c'est pas une nouveauté. Et en fait, du coup, tu as tendance toujours à te déporter vers l'opposé de son bras arrière. Mais si tu te déportes du mauvais côté, il a le coup de pied retourné. Donc, c'est compliqué, du coup, pour le cadrage, tu vois. Il stoppe bien ses avancées à chaque fois, quoi. Alors, je trouvais que Dustin arrivait parfois, tu vois, il feinte un peu le bras arrière, il met quelques jabs pour réussir à rentrer. Mais globalement, il se fait très très bien contré sur ses possibilités d'entrée, quoi. Il avait très très bien préparé même son game plan, Max, tu vois, sur le coup. Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu notes aussi techniquement sur ce qu'a donné ce combat, sur ce que pouvait faire Max? Moi, j'ai trouvé, par rapport au Max qu'on a connu depuis 12 ans, 13 ans, bientôt, il faudrait regarder, ça fait quoi, plus de 10 ans qu'il est à l'UFC? Ah bah, son premier combat, c'est contre Dustin, donc c'est le 2012. Ouais, tu vois, 2012, donc 13 ans à l'UFC. Sur l'anglaise, ça se peaufine. Moi, j'aime bien ce qu'il fait maintenant sur les déplacements. Il prend beaucoup moins de coups. Je sais pas si tu as eu le même sentiment que moi, mais j'ai quand même l'impression... Je veux pas dire qu'il a levé le pied, mais à un moment, quand il est au sol, tu vois, je pense qu'il aurait pu essayer de faire la diff un petit peu plus. Je crois que c'est au deuxième. Je crois que son cœur, il parle, là. C'est ça que tu es en train de me dire? Je me pose la question. Je te jure que je me pose la question sur le moment. Ils sont potes, hein. Ils vont finir à Hawaï tous les deux, hein, c'est sûr. Après... Je pense qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits sur les kicks. Ça, c'est monstrueux parce que c'est pas un mauvais kicker, c'était un non-kicker. Il ne s'en servait pas. Donc, quand tu vois ce qu'il a fait là-dessus et sur les déplacements, tu vois, toujours pareil. Ça ouvre des questions parce que tu vois, j'ai vu passer aussi samedi. Son jeu, il est devenu tellement évolué. C'est peut-être le Max Prime qu'on voit, enfin, tu vois, qui est le plus complet qu'on ait vu. Max, il était champion il y a 8 ans quand il est devenu champion. On peut rester, tu vois, on peut devenir prime quand on a été champion il y a 8 ans. Est-ce que le prime de Max, il n'était pas il y a quelques années, en fait? Attends. On voit juste une version expérimentée. Comme je te l'ai dit, là, on a vu des progrès sur le jeu de kick et on a vu, pareil, je trouve, un gabarit plus important à 70. Donc là, il a fait vraiment la transition. On est d'accord pour dire qu'il ne retournera plus en dessous. Et que c'était un très bon choix de monter. Mais il reste des mais. Sur un mec qui va le grinder, ça donne quoi? Sur un mec sur des séquences de lutte, ça donne quoi? Tu vois, il y a encore des interrogations. Là, pour moi, c'est une connerie de l'envoyer contre Topuria tout de suite. Ça va être notre débat juste après. Tu vois, j'aimerais voir, pas forcément avec un physique, j'aimerais le voir sortir un petit peu. Ouais, t'as tout compris. J'aimerais le voir sortir un peu du duel striker contre striker, de mettre un peu des mecs du sol, Gamrot, Tsarukyan, pour voir un petit peu si la transition elle a été bien faite et si les progrès ils ont été aussi là-dessus. Est-ce qu'il a progressé que sur son striking ou est-ce que c'est vraiment un combattant qui peut maintenant surprendre aussi là-dessus? Et j'aimerais voir ça. Je te l'ai dit, pour moi, 155 c'est sa meilleure KT aujourd'hui en 2025. Mais en fait, c'est sa meilleure KT depuis quelques années. Il se tuait à faire 145, c'était plus sa KT 145. C'est là où il va être fait. Je te suis. Il reste rapide, il reste explosif, il a ce gros gabarit. Il est grand pour la KT. Il est plus puissant. Est-ce qu'il prend plus mal les coups? T'as cette impression-là ou pas quand même? Non, mais ça fera plus fort. Ouais, c'est ça. Ouais. Et dernier point, avant qu'on passe sur la suite, mais là, je voulais parler au coach. Ça fait 2 fois qu'il le fait. Contre Geji, il est grave en avance. Convocation, je pointe le sol. Petite dédicace à Isma Pugela qui a fait une vidéo ultra troll sur cette convocation. Il est très bon là-dessus. Là encore, il domine le combat, il va le gagner. Convocation. Bon, on a dit que Dustin voulait pas de cette fumée-là apparemment. T'es coach, tu dis quoi à ça? Il te rend fou parce qu'il prend un risque énorme. Mais si t'en prends une, il prend un risque énorme. Moi, je te dis vraiment mon avis. Je pense vraiment qu'il était facile. Regarde la capacité d'accélération qu'il a après 5 rounds. Je pense vraiment qu'il était facile. L'enchaînement de coups au corps quand il convoque, elle est assez folle à ce moment-là du combat. Mais ça te rendrait pas fou le coach. Tu dirais pas, mais tu prends un risque énorme, mec. Je suis pas sûr qu'il le fasse sur tous les combats. Notamment, tu vois, si demain matin il fait une demi-finale mondiale contre un Tsarukyan ou un Gamrot, il va la prendre sérieusement parce qu'il va vouloir aller à la ceinture. Je pense qu'il le fera pas. Mais là, je reste persuadé, moi, qu'il était vraiment facile. Et puis il aurait pu accélérer. Et je vais même aller plus loin. C'est pas grave, je me prendrai la foudre en commentaire, mais je pense qu'il aurait pu mettre fin au combat. Ok. Voilà, ça reste et pareil qu'il accélère. Je pense qu'il le fait par respect. Moi. Mais en vrai, c'est vrai que quand tu vois. Il était trop au-dessus là. Quand tu vois ce qu'il a fait à Geji, il l'avait fait contre Koran Zombie, je crois aussi. Enfin, en vrai, c'est lui spécial. C'est l'autre truc que je me dis, Dustin dans sa tête, il doit se dire, c'est son jeu ça. S'il y en a un des deux qui va tomber dans ces 10 dernières secondes, c'est pas lui. C'est moi qui vais tomber. Le niveau de fraîcheur. Je pense que Dustin, il est très fatigué à la fin du combat et que l'autre, il est hyper facile. C'est pour ça que je te dis qu'il a pas tout donné. Je pense qu'il est vraiment, vraiment facile. Bon, alors, t'as ouvert la porte à cette suite pour Max Holloway. Tu veux Tsarukyan. J'aime bien le match-up. Pour le coup, en plus, s'il passe Tsarukyan,
Là, t'as plus de débat. Tu Tsarukyan l'envoies au titre. ou Pimblet ou Gamrot, tu vois, mais j'aimerais voir contre un fighter un peu qui peut être capable d'amener un danger au sol. Mais alors, pourquoi tu lui donnes pas Topuria tout de suite? En plus, ils se sont chauffés encore, la ceinture BMF, l'autre qui lui dit c'est moi qui l'ai chez moi. Parce Rappelle que Topuria, il a acheté sa ceinture BMF. Parce que je suis le premier à militer quand il y avait les histoires de Weili Zhang qui montent et tout, pour dire non. Tu montes d'une KT, tu dois faire tes preuves dans la KT du dessus, même si tu as été champion. Alors lui, il a été champion avant, mais là, pour moi, battre Dustin, c'est pas être les guides pour un title shot. Je suis désolé. Hein. Il vient de battre Keji et Dustin en un an. C'est vrai. Mais c'est en un an, comme tu l'as dit, donc la fréquence, elle est pas énorme. Et Dustin Poirier, il aurait demandé le title shot tout de suite après Geji. Je te dis, allez, à la limite. Tu vois, si à cette époque-là, il dit non, moi, je veux pas combattre contre autre chose pour la ceinture. Là, c'est du classement. Il a battu le 3 ou le 2. Oui, et qui venait de boîte Poirier, qui était legit pour la ceinture. Ouais. Là, je te dis oui. Là, tu viens faire une sorte de jubilé. Je vois pas en quoi tu peux parler sur la ceinture quand tu vois ce qu'ont fait les autres. Donc, notamment Tsarukyan. Je confirme ce que je dis. Pour moi, Paddy n'est toujours pas légitime pour faire la ceinture. Pour moi, c'est Tsarukyan ou Gaethje. Donc, tu es dans un truc où tu ferais Topuria, Tsarukyan. Ouais. Et Max, tu vas pas le mettre contre Gaethje. Donc, Max contre Pimblet. C'est ça ton truc? Ouais. Le truc peut me plaire. Moi, j'ai aucun souci à voir Topuria Holloway 2 maintenant. Je t'ai dit, c'est plus la même KT. Après, ça se regarde, mais. On a rappelé. Tu penses pas qu'il y a des gens avant? Il est legit. Pour moi. Il est dans cette conversation des mecs legit. J'aimerais bien le voir avec un lutteur quand même. Je te l'avais dit, quand on avait parlé de Pimblet à machin, je trouve qu'il ferait presque une bêtise de pas faire Pimblet aujourd'hui contre Topuria parce que l'histoire, elle est trop belle. Elle est trop belle et il y a trop de bif derrière entre les deux. C'est très vendeur. Tu le fais ça à New York, on l'avait dit au Madison Square Garden en novembre, c'est... Surtout que on développera dans les news, mais je pense que des UFC London, il va pas y en avoir tout de suite, vu la tonne d'anglais qu'on est en train d'accueillir chez nous à Paris. Je pense qu'ils ont fait un petit step back. Je sais pas pour quelle raison, mais... Ouais, je te suis bien. Et en fait, j'ai pas envie que ce soit trop tard, le Topuria Holloway 2. Il est jeune, tu l'avais dit la semaine dernière encore, Holloway. On a l'impression qu'il est plus vieux que ça parce qu'on le voit depuis 13 ans, comme tu dis. Mais il a du kilométrage de cage. Il a du kilométrage de cage. Ouais, j'ai envie de le voir le plus tôt possible, en fait. Et qu'on l'ait ou pas, ce combat-là, on va rentrer dedans. Tu penses que c'est différent de ce qui s'est passé à 145? J'en sais pas encore assez parce que Topuria, il peut mixer quand même. Ouais. C'est un garçon intelligent et peut-être qu'il se dit à 70, il est plus dangereux. Peut-être qu'il va mettre de la feinte et si ça défend pas la lutte, c'est une catastrophe, tu vois. Donc je sais pas. Je te dirai ça quand j'aurai vu comment il défend la lutte. Parce que on rappelle quand même le premier, jusqu'au KO. Le KO, une nouvelle fois, il enlève tout, mais Max fait un très bon combat. Il y a une adaptation aussi avec le frère de Topuria qui lui donne des très bons conseils pour changer. Tu vois, qui a fait un coaching phénoménal. Mais donc, qui peut arriver aussi deuxième. Mais j'ai l'impression que Max peut aussi s'adapter à ce qu'il a vu. Donc, tu vois, il y a une partie d'échec là, avec le fait que soit en plus dans l'autre KT où il a gardé son explosivité, mais il peut taper plus fort, Max. Ouais, j'ai envie de voir ça. Je te dis pas qu'il va le battre, mais j'ai carrément envie de voir ça. Et très vite. Ouais. Non, mais moi aussi, j'ai envie de le voir, mais là, on parle de légitimité. Tu vois bien sûr. Quand tu bats Gaethje, oui. Mais maintenant, après avoir fait ça, alors que d'autres se sont positionnés, que Tsarukyan a eu une chance pour la ceinture, bon alors, il a fait n'importe quoi avec son histoire de blocage du dos devant Nina Drama, c'est autre chose. Est-ce qu'il doit être sanctionné? Est-ce qu'il doit faire autre chose? Moi, j'aimerais bien voir. Moi, je te dis, je voudrais le voir contre un lutteur. En tout cas, c'est fou, c'est que quand tu réalises que Topuria, t'as vu le nombre de possibilités qu'il a? Non, mais il y a du monde dans la KT. Tsarukyan. Après, Islam, s'il va prendre la ceinture. Il prend Tsarukyan ou Gamrot et il fait la serpillière par terre pendant 3 rounds, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, bah oui, on arrête ça tout de suite. Mais en fait, j'ai donné lui sa chance tout de suite, comme ça c'est réglé, tu vois ce que je veux dire. Et puis Tsarukyan et machin, si jamais il bat Topuria, tu lui donnes après Holloway. Okay. Je veux pas prendre le risque de voir Holloway se faire ragdoll par Tsarukyan pendant 5 rounds. C'est le jeu, c'est ça C'est le jeu. J'aime trop Max, là c'est le cœur qui parle. Non, moi je te dis, à mon avis, même si Dana a laissé entendre le contraire, t'as vu, c'est pas signé cette histoire encore. Moi je pense que ça mérite un autre fight. Ok, non mais je peux. Pourtant j'adore Max Holloway, j'ai envie de le voir combattre aussi, mais je me dis, il y a quand même des mecs installés. Tsarukyan, tu lui dis quoi alors? Pour moi c'est Pimblet. C'est le dindon de la farce. Le classement qui me fait parler, qui me dit Dustin Gaethje, tu vois. Après, je comprends qu'il a perdu il n'y a pas très longtemps, notamment contre Max, qu'il n'est pas très actif, qu'il a déjà eu sa chance contre Islam. Tu vois, je comprends plein de trucs. Hein. Mais pas Holloway, pas tout de suite en tout cas. Tsarukyan, ça ressemble au dindon de la farce quand même. Ça ressemble fort à ça pour lui, parce que les autres possibilités sont plus belles en termes de storytelling presque. Il le mérite, Tsarukyan.
Mais Pimblet, c'est plus beau en storytelling. Holloway, c'est plus beau en storytelling aujourd'hui. Le 2, tu peux mettre les deux. Et pourquoi pas Holloway Pimblet alors? Et tu mets les deux ceintures. Hein. Tu fais Ouais. Holloway Topuria au Madison Square Garden. Avec 155 la BMF en jeu. Ouais, je vois ce que tu dis. Winner takes all. Et il repart avec les deux ceintures à la maison. Et Holloway Pimblet, ça te dit pas? Moi, j'aimerais bien voir aussi. Si, Holloway Pimblet, ça me dit aussi. Elle est cool cette Parce ça qu'en y est. plus, Pimblet, il a moins de lutte que les deux autres. Et on y est Malgré enfin. Et on a fait le jab culture sur cette KT qui machin. Mais tu vois, ça commence quand même à bouger. Et on a d'autres match-ups possibles au 155, c'est cool. Ça change un peu la donne. Ouais. Bon, on a fait le tour de ce main event. Magnifique en tout cas, un très beau combat. Non, et très comme beau. tu dis, le 2, par contre, il va être difficile à détrôner pour round de l'année. Hein. Ouais. Le 2, il est ouf. Hein. Et puis c'est bien pour Max, tu vois, moi je te dis que j'aime beaucoup. C'est bien qu'ils finissent pas deux trilogies contre Volk et contre Poirier à 0-3 quand même. C'est bien. Il méritait pas ça. Comme main event, on en avait parlé. Ouais, on s'était demandé quel Costa on aurait. Bah en fait c'était ça notre réponse. On a eu le meilleur de Costa. Pareil. Qui a donc battu Kopylov, parce que moi je le rappelle, par décision unanime. Sans frappe encore, Costa. Sans frappe. Des kicks. Franchement, moi je fermais les yeux quand ça arrivait, parce que Kopylov, il a dû bien les sentir passer, notamment les low kicks intérieurs. Des bons déplacements, des feintes. Pareil. Pas de 18, alors que Kopylov, il se fait downer au premier. Surpris, moi, je vois aucun 18 à chaque fois, tu vois. En fait. Est-ce que t'as les 3, tu sais, t'as 2 des 3D là, durée, dégâts, domination? Bah ouais. Ça se. Premier round, il met plus de frappes, il domine, il down. Le problème, c'est que ça dure tout le round. Moi, j'ai l'impression que des fois, des juges n'ont pas compris que tu pouvais en avoir que 2 des 3. Et que t'es pas obligé d'avoir les 3 et que ce soit un round hyper dominant pour avoir 18. Un plus Costa intéressant parce qu'il met que 34 frappes à la tête, 41 au corps, 24 en low kick, donc des changements de niveau. Il mixe un peu, alors il essaye de mixer. Je pense qu'il était quand même fatigué au troisième. Je me dis que ce mec est toujours pas capable de faire 5 rounds parce que tu sens qu'il essaye de mixer avec la lutte au 3 mais qu'il a plus de gaz. Mais en tout cas, sur les 2 premiers rounds, il est super bien. C'est intéressant de qu'est-ce qu'on peut faire après de Costa. Parce que quand tu regardes le classement, il n'y a pas 50 000 possibilités non plus. Je l'avais ressorti. Peut-être un canonnier, le vainqueur de Dolidze Fluffy. Ça arrive début août là. Pour moi, il revient bien, mais il sera plus candidat au titre pour le moment parce qu'il y a du monde, il y a du très fort et du très lourd derrière, tu vois. Oui, c'est ça. Cette KT, il est quand même en dessous. Cette KT, elle bouge beaucoup, hein, on l'avait dit aussi. Hein. Cette KT, elle renaît. Quand tu vois que des mecs comme Vettori, ils auront du mal à rentrer dans le top 10 maintenant, parce que même si on en parlera après de son combat, mais non, il revient. Mais pour moi, il revient entre la 5e et la 10e place. Il ira pas plus loin. Ouais, ça va pas plus haut. Et on va faire la preview d'Abu Dhabi, mais t'as un de Reader qui peut s'inscrire dans la partie très vite. Le mec qui gagne la semaine prochaine, enfin samedi prochain, il se met dans le game immédiatement. Whittaker, s'il gagne, il reste aussi et il redevient un peu un candidat au gros combat de ce top 5. Donc cette victoire de Costa, mais ouais, c'était pas une question de Kopylov, c'était une question de Costa. Qui sait qu'est-ce qu'on allait voir avec son 6-1, mais je rappelle que c'était un 6-1 sur les 7 derniers, qu'il avait perdu. Il avait perdu à un combat, Kopylov. Hein. Mais je pensais qu'il serait même face à un bon Costa. Je voyais Kopylov mieux que ça. Il y avait trop d'écart. Ouais, Kopylov, malgré tout, Kopylov, c'est là-dessus, c'est un journeyman un peu, hein, parce que tu vois, il s'est fait dépasser, il n'arrivait pas à enclencher, l'autre se déplaçait, il le feintait à chaque fois. Certes, il a un style peu académique et c'est dur à lire les mecs comme ça. Tu vois, il a les mains basses, des fois il feinte d'une façon un peu spéciale, Costa. Mais on peut presque dire que c'est un style brésilien. Parce que tu as vu qu'Oliveira, qui était en début de main ou en prélim, il a un peu ce style pareil. Ils ont du mal à le lire, tu vois. Mais ça va trop vite. Ça va trop vite. Et puisqu'on parle de style atypique quand même, on passe au combat d'après, mais c'était Daniel Rodriguez contre Kevin Holland. Enfin, combat d'après, on remonte la carte à l'envers, bien sûr. Avec cette victoire de Daniel Rodriguez par décision unanime. Combat fou. Tu l'as dit, on en reparlera après. C'est Vettori Allen qui a eu le Fight of the Night. Tu pouvais le donner à Holland Rodriguez. Tu pouvais d'ailleurs le donner à Max et Dustin, en vrai. Les 3 choix pouvaient se correspondre. Je trouve même, je vais te dire, je suis franc, je pense que pour moi, c'est le moins bon des combats qu'il a eu. Ouais. Si j'avais dû voter, j'aurais mis Max et Dustin ou Rodriguez Holland devant ça. Je suis d'accord. Alors non, mais je disais style atypique parce que Rodriguez, quand t'aimes la boxe, ses entrées. Oh là là, après balance des gros coups, il a le menton complètement au vent, il est complètement ouvert. Par contre, quand ça touche, justement, là tu vois, si tant est, il fallait une preuve qu'un head coach c'est important, que de faire de la répétition technique, de l'automatisation et un game plan, c'est bien. Voilà. Moi, ce que je pense, c'est ça, c'est qu'en fait, le fait de prendre les combats comme ça à la chaîne, ça veut dire que quoi, il a été au courant il y a quoi, un mois, Kevin, même pas. Peut-être même pas. 4e en 2025. Et du coup, le mec, il arrive. Alors, il est affûté physiquement, il est grand, en welter, il fait la diff, hein, je suis d'accord avec ça, mais t'arrives sans game plan contre un mec que si tu travailles un tout petit peu, tu peux pas gagner à ce niveau-là. Je suis d'accord.
C'est pas un manque de respect. Tu sais que j'ai moi-même été combattant et que j'ai un immense respect pour ces mecs-là. Mais si tu travailles proprement et que tu prépares ce mec avec 6 semaines de camp, il peut pas gagner. Non, mais Kevin Holland, il est meilleur que Daniel Rodriguez. Ouais, Vraiment. mais- Sur un combat mais sauf bien que- préparé, je suis d'accord. Sauf que, je sais pas si c'est parce qu'il a une dette ou qu'il veut mettre sa famille à l'abri, mais il prépare aucun Mais combat. non, mais tu Il sais- enchaîne tout comme ça, 3 semaines à mois. Mais je sais ce qu'il fait, Aldric. Il va chercher le record, c'est 5 historique de combats en une Ouais. année. Il va chercher ça. Après, c'est Il veut dommage rester parce dans que- le livre d'histoire comme le mec qui a fait le plus de combats en une année. J'en suis persuadé. Écoute, qu'un mec qui n'a pas d'autre choix le fasse et devienne un mec qui fait que de l'entertainment, je comprends. Mais lui, il peut le faire. Lui, il a un truc à faire quand même à 77, avec son niveau de sol, avec sa boxe kung-fu un peu atypique, tu vois. Prépare tes combats quand même. Tu sais que ça pose une autre question, ça. Parce qu'on en avait parlé déjà, mais vu le nombre de combattants dans le roster, le calcul, je crois que c'est si tu fais la moyenne par rapport au nombre de combats qu'il y a dans une année, tu peux leur en donner que 1,7 chacun si tu prends Alors que tous sur les les mecs. contrats, c'est marqué 3. Voilà. Kevin Holland, il en est à 4. Donner 3. En vrai, tu vois, il y a des mecs quand même vachement plus privilégiés parce que t'as des mecs qui attendent des combats pendant des mois. Holland, il Bon, claque après, des doigts, il peut en avoir en un mois. T'as des chochottes quand même. Hein. T'as des mecs qui veulent pas, qui veulent attendre, qui sont blessés. T'as quand même. Moi, pour avoir pendant le Covid, je l'ai déjà dit, mais je le redis, j'avais été bloqué aux États-Unis. Donc j'ai passé un mois à aller quasiment tous les jours à l'UFC Performance Institute. Donc du coup, tu fréquentes les mecs, tu les vois s'entraîner. Il y a quand même beaucoup de mecs qui ont une récurrence de blessures importante, qui n'ont pas vraiment de coach. C'est-à-dire que les mecs, ils ont pas les ronds, parce qu'au début, tu gagnes pas très bien ta vie à l'UFC, donc ils vont à Vegas, ils vont un petit peu s'entraîner au Team Couture, ils vont un petit peu s'entraîner à l'UFC Performance Institute parce qu'ils payent pas la bouffe, tu vois. Et du coup, ils s'entraînent trop ou pas assez, ils se blessent. Et du coup, tu as quand même beaucoup de gens qui n'assument pas ces 3 combats par an. Alors après, je pense pas que Holland, il prenne la place de quelqu'un. Je pense qu'il bouche les trous et qu'il empêche même des mecs de signer en plus dans la KT. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est plus le bouche-trou. Ouais. Ce qui m'intéresse, je serais très intéressé aussi, je sais pas s'ils ont ce graphique-là, l'équipe de Kevin Holland, mais de voir l'évolution de poids de Kevin Holland du 1er janvier 2025 au 20 juillet 2025. Non, mais je pense que 84, ça doit être un délire. Je pense que 84, c'est un 84 quasiment naturel, tu vois. Oui, en fait, il doit quasiment rester. Je pense qu'il est aux alentours des 84-85 kilos toute l'année. Il cote pas du tout pour aller en middle. Chose qui est si tu prends un mec comme Nassourdine, je parle pas de talent, hein, je parle de poids. Si tu prends un mec comme Nassourdine, il meurt. Mais si tu prends un middle qui fait 89 kilos au jour du combat, ça va. Tu prends un mec qui fait 95-96, ça commence à faire beaucoup de poids d'écart. Oui, ça va être difficile quand même. Et finir là-dessus, mais tu vois, Daniel Rodriguez, je vois pas beaucoup d'avenir dans cette catégorie. Je m'étais permis de dire, quand on a fait pas le être preview, méchant, hein, mais... inintéressant. Ouais, oui. Tu l'avais dit. Bon, ben voilà, c'est pas méchant, c'est que t'as des mecs qui peuvent évoluer, qui peuvent progresser, même qu'ils n'ont pas le niveau à l'instant T. Là, il y a rien. Il est à son gap et c'est 20, 25, 30e place. C'est pas, voilà, point final. C'était même pas un combat qui méritait la main card pour moi, si tu veux savoir. Je vois ce que tu veux dire. Je suis comme je suis, mais... C'est le côté où je trouve. Ça permet de dire un truc, c'est qu'on l'avait dit, il y avait un manque de name value sur cette carte en dessous de Dustin Max. Ouais. Par contre, la carte était fun. Si tu pars du début des prélims jusqu'au bout... Même les prélims, c'était super. Hein. Super cool. Ouais. On s'est vraiment bien amusé devant cette carte-là. C'était très fun. Le combat d'après... Lui, il était un peu moins fun. Voilà, Patricio Pitbull contre Daniguet. Deuxième combat de Patricio Pitbull, l'ancien grand champion du Bellator, sans doute le plus grand champion de l'histoire du Bellator, pour le coup, qui est arrivé à l'UFC trop tard et qui finit par s'imposer par décision unanime sur Daniguet. Le premier round, il est vraiment switch. Si tu regardes, il peut basculer d'un côté ou de l'autre. Il y a le même nombre de frappes. Ça aurait pas été une dinguerie que Ige gagne ce combat. Il y a le même nombre de frappes, mais il y a quand même un takedown. Tu vois, donc là, on suit. Pour moi, là, on suit vraiment les règles. Je crois qu'il en fait pas. Pour moi, il en fait pas assez derrière. Il en fait pas assez au sol. Mais est-ce que si c'est égalité en agressivité et égalité en volume, on n'arrive pas à la top position? Non, mais moi, j'entends. Je le donne à Pitbull. Voilà. Mais c'est un round serré. Tu vois, c'est pas une domination de Pitbull. Non, c'est pas un round serré. Franchement, on est honnête. C'était pas un round serré, ça frappe pas. Ils sont regardés l'un de l'autre. C'est simple. La plupart des combats que je t'ai dit, les meilleurs dépassent. Alors, Max Holloway qui fait 200, on le met à part. C'est presque une petite soirée pour Max quand il est à 200. Ouais, mais tu vois, la plupart des mecs qui ont gagné et qui ont fait du spectacle, ils sont au moins à 100 frappes effectives. Là, on est à 50. Ouais. Tu vois, donc ça s'est regardé beaucoup dans le blanc des yeux. Il n'y avait pas énormément de rythme. Alors il y a eu d'autres choses. Il a montré un mix lutte sol qui était debout sol qui était intéressant, tu vois, Pitbull. Mais c'était pas un combat du niveau des autres. Il n'y avait pas beaucoup d'engagement. Ça réfléchissait beaucoup. Là, je rejoins un peu ce qu'a dit Taylor parce qu'il a fait un bon résumé. Il a dit, il a une responsabilité défensive et il est très hermétique en défense. Il donne pas beaucoup de coups. Mais après, une fois que c'est lui qui prend le combat
à son compte, il peut mettre du volume. Bah, il le faisait pas non plus, tu vois. Donc, il était un peu tristouné, celui-là, quand même. Ouais, quand même. Franchement. Première victoire de Pitbull à l'UFC. Pour le coup, il peut checker ça sur son CV, tu vois. Il aura gagné à l'UFC. Il était 11e, hein, Danig. On l'avait rappelé dans la preview du classement. Ouais. Tu fais quoi de Pitbull, là? Bah, voilà, il va être gatekeeper du top 10. Ouais, mec comme ça. Donnez-lui Morgan. C'est fun. Ah ouais? C'est ultra fun. Donnez-lui Morgan. Moi, je persiste sur mon idée. Hein. Sortez-moi Aldo de la retraite et foutez-moi Aldo contre Pitbull à Rio. Il veut sortir tout le monde de la retraite, lui. Il veut sortir... Pitbull Aldo à Rio, c'est pas bien? Poirier, il est rincé, il veut plus prendre de coups. Tu veux me le mettre sur la carte dans un an. Là, laisse-les partir à la retraite. Morgan, c'est une bonne idée, mais je sais pas si c'est pas... En termes de classement, s'il est pas un peu trop haut pour qu'on le... Non, mais je dis ça comme ça. Non, mais ce serait fun. Mais non, mais... Un Bryce Mitchell, s'il gagne la semaine prochaine? Ah, il est au-dessus. À mon avis, il est très au-dessus, Mitchell. Oui, je pense aussi. Ouais, mais c'est terrible. En fait, quand je préparais, je me disais, qu'est-ce que tu fais de Pitbull? C'est pour ça que j'en reviens à mon idée d'Aldo. Mais lui, des mecs du top 15 ou des mecs qui arrivent un peu au-dessus. Tu peux pas aller taper du top 7. Tu as 8-7, là, je suis devant le classement. Tu lui donnes pas Sterling, hein, parce que ça va mal se passer. Ils vont peut-être le faire. Hein. Ça peut, mais ça va mal se passer. De toute façon, c'est simple. Il y a un discours à avoir avec le représentant, c'est-à-dire le manager, ou je sais pas si c'est lui qui se manage, j'ai pas regardé ça. Et après, c'est quoi que tu veux. S'il veut faire un run, ils vont lui donner un mec mieux classé. Pourquoi pas. En plus, oui, c'est un nom. Donc, c'est vrai qu'il peut se permettre. Quoi. Ouais, il peut se permettre de choisir parce que moi, je pense que s'ils l'ont pris, soit il veut durer quelques années et il va dire, bah voilà, moi, il va peut-être faire gatekeeper un peu comme le fait Danny Ige maintenant. Soit il dit non, je veux faire un run et dans ce cas-là, ils vont lui donner effectivement un mec mieux classé, 5, 6, 7. Et j'ai un dernier rebond sur ce combat-là. Parce que c'est un tweet que j'ai vu passer de Louzen Keita. On le connaît, Louzen Keita, qu'on a envie de voir pour le coup à l'UFC. Et qui tweet: tu peux pas regarder Ige contre Pitbull et ne pas penser que j'ai ma place dans cette division. Mais ce qui est valable pour Keita est valable pour Parnasse. Voilà, ouais, mais on est d'accord. Hein. Est-ce que tu imagines ces deux-là, avec ce volume-là, contre un Parnasse ou un Keita qui mettent du volume, qui frappent beaucoup plus fort, qui ont vraiment l'intention de dominer un round, mais ils se font vraiment... Je pense que là, il y a un vide interstellaire entre ces deux jeunes. Je suis à 100%. Parnasse et Keita, ils battent les deux mecs qu'on a vu dans la cage samedi soir. Mais sans... Là, ça c'était... Même Danig, tu sens que on commence à arriver à la fin, là, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Là, en termes de volume et tout, franchement, c'était le combat où tu pouvais t'endormir. Hein. Et même, je vais te dire, tu vois, un Keita, vu comment il tape, ça peut même se finir sale. Ah ouais, mais je pense que les deux se font finir par Saladin et Lausanne. Ça, c'est une certitude. Oui, parce qu'aussi, tu as raison, on peut rajouter ça là, qui tape aussi fort. Ah oui. Ouais. La main card, on finit. Je pense que c'est là où on aura pas grand chose à dire non plus. Michael Johnson qui bat sur décision unanime Daniel Zellhuber. Alors, pour le coup, si t'avais parié. C'est une pari value, par contre. Voilà, c'était quoi, 4x4, hein, ouais. Il était côté très bas Zellhuber, et pour le coup, bon. C'est marrant, il est éternel, Michael Johnson. Voilà, les diamants sont éternels comme Dustin. En plus, t'as le combat Dustin Poirier et Johnson en 2016, donc il y a presque 10 ans, la défaite de Poirier qui fait aussi évoluer vachement Dustin à ce moment-là. C'était marrant de voir Michael Johnson gagner sur cette carte. Les anciens, on l'avait dit déjà la semaine dernière avec la carte de Nashville, sont durs à décrocher les anciens des fois. Il est en forme, hein. Ouais. Il est en forme. Il m'a surpris. Ouais. Sur le striking, enfin, tu vois, je m'attendais pas. Il s'arrête pas, le mec s'entraîne sérieusement, il s'arrête pas. Hein. En juillet 2025, j'imagine pas une perf comme ça de Johnson. Non, surprenant. Mais par contre, agréable à regarder celui-là. Tu vois, le combat était fun, ça a bougé, ça a mis du rythme. Moi, j'ai beaucoup préféré celui-là par rapport à Ige Pitbull. Ouais, ça, c'est des décisions qu'on aime regarder pour le coup. Et quelques mots on va pas faire toutes les prélims pour le coup. Les prélims étaient fun. T'avais dit, notamment au début où il y a beaucoup de finish. Mais il y avait des combats quand même intéressants. Celui qui nous intéressait beaucoup, on l'a dit la semaine dernière, c'était le Vinicius Oliveira Kyler Phillips. Combat de top 15-10 pour le coup à 135. On va s'arrêter le run d'Oliveira en fait. Il est bon, hein. Ouais. Il est bon. En fait, son style évolue. Ce qui m'inquiète, mais bon, le style de Costa n'a pas beaucoup évolué non plus, c'est que son style n'évolue pas. C'est-à-dire que moi, je l'ai connu à l'UE Warrior, quand il prend la ceinture à Xavier Alaoui. Tu vois pas une évolution? Non. Il cadre mieux, il feinte un peu plus, mais au niveau du striking, en fait, il frappe comme une mule, mais à sa façon à lui. D'ailleurs, je sais pas si tu trouves, dans le premier round, t'as l'impression qu'il essaye un peu plus de faire le technicien. Ça marche pas. Il perd le premier round. Et il revient à sa bagarre, quoi. Tu vois, il a les mains un peu basses, il te feinte, il te rentre dedans, il n'arrête pas d'avancer. Et 2-3, il les gagne comme ça, mais je suis pas sûr que ça passe plus haut. Mais maintenant, on va y arriver plus haut, hein, parce qu'il prend un mec quand même qui avait battu Douglas Barcelos et Pedro Munoz. Il était 12e, Kyler Phillips. Vinicius, c'était 15. Il arrive. Là, il va arriver 10, 11, 12. Il va avoir le lourd de la KT qui va arriver. 23-3,
29 ans, 4-0 à l'UFC, 1-0 au Dana White Contender Series. Moi, j'ai une proposition. Il est 11. Eman Zahabi. Ah, j'aimerais bien voir. En plus, les deux, ils ont un style un peu atypique. Et Eman est un peu plus technique quand même, mais il a son jeu à lui, tu vois. Il fait des mouvements un peu fun. Intéressant. Ouais, elle me plaît ta propos. L'autre propal que j'avais, c'est Mario Bautista, qui est 8. Ouais. Ce genre de challenge. Ouais. Donc on est entre 8 et 11. De toute façon, on y arrive là. Pourquoi le mec, il a 29 ans. Maintenant, faut envoyer, tu vois. Mais physiquement, c'est un monstre. C'est un monstre. D'accord. Et c'est marrant, parce que tu parlais de striking atypique. On a parlé tout à l'heure de Daniel Rodriguez avec ses entrées. Tu sais que dans ce genre de week-end, je suis en dissonance cognitive Aldrich. Parce que quand je regarde Alexander Usyk ou Bam Rodriguez boxer, et qu'après je vois du striking de MMA, des fois je fais, je sais. Mais le seul qui a réussi. La technique de Bam Rodriguez, par exemple. Mais on aurait pu en parler, Dustin. Pareil, je suis d'accord avec Taylor qui le dit sur le commentaire RMC. Le seul qui reproduit exactement la même chose entre les gants d'anglaise et les petits gants, c'est Dustin. Il fait tout. Il fait exactement la même chose, les mains ici, la protection de l'épaule, tout ce qu'on peut faire avec des gants d'anglaise qui passent avec les gants d'anglaise parce qu'ils ont une dimension plus importante, ils protègent plus, il le fait avec des petits gants. Dans la notion globale. Ouais, surtout sur la responsabilité défensive, tu vois. Voilà, parce qu'offensivement, sur les combinaisons, l'équilibre et tout, il y a aussi... oui, défensivement. Mais il a raison de pas le faire. Parce que là, je te dis que c'est dangereux. Dustin, il reproduit la même chose, il n'y a pas d'adaptation entre les moufles et les gants d'anglaise. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Ne serait-ce que le jab. Tu peux prendre un jab dans la tête avec des gros gants. Tu peux pas le prendre en MMA parce que ça peut couper, tu vois. Tu peux avoir les quintaux directement en fonction de l'angle qui est pris par le mec qui frappe. Mais il y a une boxe atypique. Il y a une boxe qui peut aussi être mixée avec de la lutte parce que à la base, Vinicius, c'est une ceinture noire aussi, avec un sol très dangereux. Donc il y a des choses que tu peux te permettre et surtout, il frappe vraiment fort. C'est marrant que tu il te touche, il t'éteint. Face ces différences gros gants, petits gants, parce qu'on rappelle qu'en MMA, il y a beaucoup de blessures à la main. Tu vois, la blessure à la main, elle est très crochet un peu récurrente. Comme ça à la Ramon Decker, en MMA, il est encore plus dangereux. Et tu vois, il y a des trucs en boxe qui sont ce crochet un peu sans transfert de poids. On en reparlera, c'est le crochet avec lequel Dulatov il met le KO. En anglaise, il se fait pas parce qu'avec les gros gants, c'est compliqué d'aller connecter sur ça, tu vois. Il y a que des crochets où il y a un transfert de poids ou au moins un mouvement de rotation. Les petits gants font que tu touches en crochet, même s'il n'y a pas beaucoup de transfert de poids, ça tombe. Et parenthèse anglaise finie, mais puisque je vous en parlais, allez voir les pivots de Bam Rodriguez. On vous va parler des pivots quand on parlait. Après, je te dis, Vinicius, il faut juste comprendre qu'il frappe vraiment très fort et vraiment très vite. C'est-à-dire que quand il joue pas au technicien qui prend le style qui est le sien depuis une dizaine d'années, ça va vite quand même. Et on a 2 derniers combats dont on voulait un petit peu parler pour cette review de l'UFC 318. Le Brendan Allen-Marvin Vettori, qui a été élu donc combat de la soirée. 6 victoires par décision unanime de Brendan Allen, le local aussi de l'étape. Lui aussi, il était juste à côté de chez lui. Il était très content au micro d'avoir gagné près de chez lui. Une bonne vieille bagarre de bar, Hendrik. On met de la peine pour Vettori, parce que... Mais il a ses limites, Vettori. Le décès de son frère, avec qui il avait très peu de différence d'âge, je crois qu'il avait 3 ou 4 ans, l'a vraiment impacté. Il progresse plus. Non. Pourtant, il est jeune. Hein. Je crois qu'il a 31 ans, Marvin. Je t'ai dit, Vettori, je te l'ai dit alors la preview. Ouais. Le combat contre Whittaker à Paris, pour moi, c'est une bascule de Marvin Vettori. Il prend tellement une masterclass ce soir-là, je crois que tu vois, depuis, il progresse plus. Ouais, c'est pas le même. Il progresse pas debout. Et ce soir-là, il avait vu la différence avec le top niveau. Il est pas assez fort en lutte pour se servir de son sol, qui est pas mauvais, son sol. Gatekeeper du top 15, top 10. Voilà, c'est ça. Attends, s'il le garde, hein, parce que tu sais que là-dessus, malgré tout, même s'il vit aux États-Unis, ça reste un Européen. Donc, soit il le garde en se disant, on va peut-être pas tarder à arriver en Italie, figure de proue, soit sa place, il fait de la peine, moi. Il était 10, et Allen était 11, tu vois. On parlait tout à l'heure de Costa qui était 13. Ouais, c'est carrément gatekeeper du top 15, là. Ouais. Pour quelques temps. Et ça peut ne pas durer très longtemps. La seule question... S'il garde pas la porte, ça va pas durer très longtemps. En fait, la seule question de ce combat, même s'il est fun à regarder, c'est est-ce que Vettori gagne le 3e ou pas? Il y a un juge qui lui donne, 2 autres non. Bon, voilà. Pas grand-chose à... sinon, au final, il n'y a pas grand-chose à en dire, quoi. Allen, qui est normalement beaucoup plus fort grâce à ses changements de niveau et au sol, fait une bagarre de barre. Il la gagne. Point. C'est pas... Voilà, il y a peu d'incidence au final sur la KT. Ça remet Allen sur un verre, donc il va pouvoir aller chercher
les mecs Ouais. d'en dessous. Après, ça Allen- défaite face Allen- à Nassourdine, mais... Allen a montré aussi, je pense, un peu ses limites, même s'il est sans, Ouais, mais attention, il est sans Allen, doute il a le plus haut. sol, quand même. Voilà, il a le niveau plus haut, je suis d'accord vois avec toi. Mais je pense que face au vrai top de la KT, c'est des mecs en fait qui sont pas invités pour moi. Ils peuvent combattre, ils font des beaux combats, tu vois. Contre Nassour, il prend le premier round, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais face à ce genre de mec, à la fin, c'est les mecs comme Nassour qui gagnent. C'est ça, je mais pense. là, tu vois, t'imagines que Allen ne s'est pas servi de sa lutte pour gagner ce combat. C'est ça qui est triste pour Vettori, c'est-à-dire que là, Oui, c'est... ouais, même avec ça, je vois. Ouais, je pense qu'on arrive à la fin. Bon, on a deux mecs dont on doit parler parce que eux, il y a peut-être un avenir pour le coup, et un gros. Ateba Gauthier, Aldric, le Camerounais qui faisait son deuxième combat contre Robert Valentin, qu'on connaît en France. On parle du combat et après on parlera du plan de carrière parce que moi, il faut que je salue Karl Prince. Je l'aurais pas fait ce qu'il a fait. Mais d'abord le combat. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Il lui roule dessus. Mm. La première fois qu'il le touche, tu sens que c'est fini, en fait. Ouais. Et ça va plus durer très longtemps parce qu'il a une foudre dans les poings. Le Camerounais, c'était son deuxième d'accord. combat à l'UFC. Il fait, je te l'ai dit en off avant qu'on commence l'émission, il fait 1,94, je crois. Il a plus de 2 mètres d'allonge. La patate de forain qu'il a. C'est un problème. C'est Hein. un problème en moins de 23 84. 23 ans. C'est un problème. énorme problème en moins de 84 à Teba Ouais. Gauthier. Il peut monter très haut avec ça. Ouais, puis il a une grosse équipe derrière lui, Manchester Top Team. Mhm. Donc c'est un problème. Mais je te jure qu'au départ, on va passer 2 secondes, hein, mais le mec fait pas de carrière. C'est-à-dire qu'il prend que des mecs qui ont 0 combat, 1 combat. Pour te dire, avant de partir au Dana White Contender Series, il prend Carlo de Souza, 17-13, 41 ans. Bon, je te fais pas de dessin, tu vois. Et en fait, il n'est pas du tout prêt pour aller à haut niveau. Il va au Dana White Contender, il prend Uranato qui a à l'époque 5 ou 6-0 et il fume tout le monde. Et à partir de là, KO contre Uranato, KO contre José Medina, coup genou. Là, il vient de prendre alors Robert Valentin qui avait pas beaucoup accompli à l'UFC, mais on sait que c'est un solide fighter européen. Il devait affronter Virgil Hogan à l'Ares, tu vois. Ouais, on le connaît en France, donc on sait ce qu'il vaut. Il l'a déboîté. Et attends, mais je vais te lier ça au combat d'avant, là. T'es sûr qu'il se passe pas la même chose si tu mets Ateba Gauthier contre Vettori, là, dans quelques mois? En tout cas, en termes de puissance, il y a une très grosse différence. Je suis pas sûr que Marvin les prenne autant qu'avant, parce qu'il commence à... Moi, je te dis, Gauthier, on va en entendre parler. Hein. Voilà. Et Marvin, ce sera top 15 encore, hein, demain, mardi. Donc, s'il se fait ça et que ça se passe comme ça, il peut monter vite, en fait. Ouais. Ateba. Après, attends. Oui, juste prenons-les. recontextualisons. Ouais, okay, mais... Valentin, moi, je l'avais accepté pour Virgil Hogan parce que j'avais l'intime conviction qu'Hogan lui roulait dessus. On est d'accord? Parce que au moment où ça s'est passé, quand Fernand me le propose, moi, je prends le combat de suite. Je réfléchis même pas plus de 5 minutes. Parce que je sais que Hogan est meilleur. Valentin, à part passer 2 tours au teuf contre Janice Bachar et Paddy McCory, il fait rien. Il perd contre Ryan Lauder, il perd contre Torres Finet, il perd contre Ateba Gauthier. Comme à mon avis, d'ailleurs, je pense que le retour à l'Ares... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah bah là, à mon avis, c'est cut. Hein. Non, mais tu vois, là, que je t'ouvrais ça, je te disais pas que Ateba Gauthier explose forcément Vettori. Vettori a des moyens de le battre aussi. Mais si ça touche, une fois... De toute façon, ils sont une quarantaine de flyweight. Ateba, il en est à 2 combats. Il prend en premier un José Medina qui a 11-5 et qui est aussi défaite contre Magomed. D'ailleurs, c'est important d'en parler vite fait parce que défaite contre, je vais pas écorcher le nom parce qu'à chaque fois on me dit Aldric, t'écorches le nom, la prononciation. Magomed Gaziazulov à l'UFC, défaite contre Zakriz et là il vient de perdre contre Ateba. Donc attention, il gagne, il vient de battre un Valentin qui a des défaites à l'UFC, il vient de battre le combat d'avant, il bat un mec, José Medina, qui a pas gagné à l'UFC non plus. Oui, il est pas testé encore, on est d'accord. Mais j'ai bien envie de voir le test. Maintenant, il faut voir dans la durée. Il faut voir, pareil, s'il se fait un petit peu grounder. Est-ce que sur un mec qui va essayer de le lutter un peu... Parce que c'est une KT où il y a un retour en force quand même des lutteurs 84, tu vois. Il y a une dangerosité de mecs qui grappent, tu vois, dans cette KT-là. J'ai envie de voir. J'ai envie de voir. Peut-être de là, lui donner Marvin tout de suite. Non, mais c'était pour surtout à 23 ans. C'était pour la connexion du combat d'avant, tu vois. Bien sûr, t'as du temps, faites-lui prendre de l'expérience, pareil, tu vois, du temps il de serait cage. intéressant de voir sa défense de lutte. Voilà, d'avoir des tests qui nous montrent d'autres choses. Mais je te dis, s'il touche un Vettori avec ça, ça peut tomber. Il frappe comme une mule, ça c'est par contre une certitude, je te rejoins sur ça. Et donc, tu en as parlé, mais Islam Doulatov, qui a explosé littéralement Adam Fujit pour son premier combat à l'UFC, lui aussi passé par les contenders. Doulatov, pareil, on a un talent là. À voir. Moi, pareil, je l'avais dit. Je sais pas où ça monte, mais on a un talent. Voilà, j'étais pressé de voir. Là, pareil, Fujit,
beaucoup de défaites à l'UFC. Michael Morales, Mike Malott, là ils viennent de reperdre. Pareil, voilà. On est sur, quand je dis que Axel Sola a largement sa place à l'UFC, on me dit ouais, top 15. Mais qui t'a parlé de top 15? Je t'ai dit sa place à l'UFC. C'est par rapport à ce genre de mec. Je peux te faire une liste de ça. Des Adam Fugit, des Mike Malott, des Michael Morales. Est-ce que c'est le niveau UFC, ça? C'est ça c'est des mecs qui ont signé pour la grande majorité sur des short notice, en remplacement. Donc pareil, à surveiller. Boxe anglaise, phénoménale. Mais ça, on le savait déjà, Islam Doulatov. Maintenant, on est dans une KT. C'est moins compliqué qu'Ateba, tu vois. Parce que Ateba Gauthier, en middleweight, ils sont 40. Là, on est sur une KT où ils sont 90, peut-être même un peu plus aujourd'hui. Et puis Ateba, c'est une KT quand même où techniquement, même s'il y a des monstres, il y a aussi des mecs moins forts. Et sa façon de marcher sur les mecs avec sa puissance peut te faire accumuler des victoires. Ateba, dans 2 combats, il prend un top 15. Oui, on est d'accord. Doulatov, on peut prendre son temps. Il peut en faire peut-être même 4 ou 5 avant d'arriver au panier de vipères des dangereux de ce top 15 Walter, tu vois. Donc, c'est pas la même trajectoire, en fait. Vraiment, la KT, elle influe. Gauthier, tu peux monter, tu peux descendre. Tu peux le protéger encore 2 combats à 23 ans. Dans 2 combats, s'il les gagne, tu es obligé de faire face à un top 15. Là, on peut être plus patient. Doulatov, il peut faire 4, peut-être 5 combats avant d'arriver sur un mec vraiment dangereux. Ouais, complètement. Bon, on a fait le tour de ce UFC 318. Ouais. On peut mettre une petite dédicace à Carly Giudice, l'américaine, dans la catégorie de Manon. Performance de la soirée. Ouais, performance de la soirée. Mais t'as raison de parler de Manon, tu sais pourquoi? Parce qu'elle bat la fille qui a empêché Corinne Laframboise de signer à l'UFC, qui a fait une clé de bras d'ailleurs à Corinne Laframboise au Dana White Contender Series. Donc c'est le parallèle avec Manon qui a affronté Corinne et qui est copine avec. D'ailleurs, elle va s'entraîner avec elle d'ici une quinzaine de jours. T'as raison de parler de ça parce que voilà, elle a battu la Brésilienne qui avait battu Corinne. D'ici une quinzaine de jours parce qu'on aura bientôt des news pour Manon. On aura jeudi des news, allez. Là, je peux pas... Toi, tu sais la vérité, mais on peut pas la dire, c'est officiel, sinon l'UFC va me taper dessus. Exactement. Mais ouais, vous saurez jeudi. On a fait le tour donc de cette UFC 318, carte très fun une nouvelle fois, je vous dis. Donc si vous l'avez pas encore vu et que vous nous écoutez, n'hésitez pas à aller mater le replay parce que c'est cool. Ouais. Et on passe à la preview UFC Abu Dhabi, ce sera la semaine prochaine, donc ce week-end. C'est cool, c'est une des fois dans l'année où les UFC sont à l'horaire européenne, donc c'est bien pour nous. On n'a pas obligé d'être levé dans la nuit pour voir ça. Un point important, c'est qu'on devait avoir Movsar Evloev contre Aaron Pico en co-main event. On rappelle que le combat a été annulé du côté de Movsar. Ils ont là, quand en préparant l'émission, au dernier way, ils n'ont pas trouvé de remplaçant. J'ai écouté Pico vite fait parler, il a dit qu'il cherchait à le déplacer. C'est ça, oui, c'est ça, parce qu'on est lundi, ils n'auront pas de remplaçant. Tu fais pas un short notice aussi short pour un combat important pour Pico qui arrive. Donc, on n'aura pas de Aaron Pico sur cette carte-là. Mais ça reste une très, très, très belle carte. Et c'est une carte où on va en profiter aussi pour voir les match-up. Et donc, on vous rappelle que nos émissions Aldric Enerby et Jab Culture sont bien sûr sponsorisés depuis quelques semaines par Winamax, notre partenaire qui nous accompagne pour le développement de la chaîne. On vous rappelle que Winamax vous rembourse votre premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 € et vous offre un bonus de 10 € supplémentaires en cash avec le code promo JAB10. Les rappels habituels, Aldric, le jeu d'argent est interdit aux moins de 18 ans, on déconne pas. Les jeunes, si vous nous écoutez, vous pouvez pas jouer. Et pour les autres, on joue de façon responsable, on dépense pas l'argent qu'on n'a pas ou qu'on peut pas perdre. On joue juste pour s'apporter un peu de piquant en plus devant les combats. Mais on reste responsable, les gars, devant le jeu. Et on va commencer par le main event. On a déjà un peu parlé de son nom depuis le début de l'émission, des 2 noms d'ailleurs. Robert Whittaker, le néo-zélandais contre Régnier de Rieder, le néerlandais. 1,56 les cotes pour Robert Whittaker. 2,10 pour Régnier de Rieder. Donc, le favori, c'est Whittaker, top 5 encore, il est numéro 5, je crois, de cette KT, ou 6, 5, à l'heure où on parle. De Rieder, on sait, il sort de la démonstration contre Nikal. On l'avait débriefé à Montréal, c'était notre deuxième Aldric Enerby. C'est ma première question, c'est trop tôt? Là, on l'accélère trop? Tu passes de Nikal à Whittaker? Le mec, il arrive, il est double champion one. C'est vrai. Non, mais est-ce que tu t'aurais pas vu une phase intermédiaire où on y va, on l'envoie au feu parce qu'il est double champion et puis que s'il passe Whittaker, on a un nouveau contender direct? Non, moi je pense que c'est fun comme combat et avec un record de 22, jamais invaincu en middleweight. Ses seules défaites, d'ailleurs c'est la même personne, c'est à 93. Donc non, moi je pense que là-dessus, je pense que c'est respecté. Je reviens juste, c'est Anatoly Malikin qui l'a battu 2 fois, qui n'est pas du tout dans sa KT, tu vois. Dont on avait parlé dans notre émission sur les poids lourds. Ouais. Donc moi je pense que non, ça arrive au bon moment dans sa carrière. On sait, Whittaker en plus, il a un Dana White privilège. Tu le bats, tu vas au titre. Tous les Israël Adesanya, c'était pour le titre. Khamzat,
c'était pour le titre. Dricus, c'était Ouais. pour le titre. C'est ces 3 dernières défaites, c'est ça. Donc tu bats Whittaker, tu vas à la ceinture. Et il peut le faire. Là, on rentre dans la vraie Alors, question. Est-ce que De Ridder peut le faire? debout, de Reader, on n'a pas toutes les réponses encore. Il a un style un peu atypique. Je dis pas fucké, je dis atypique. Dricus, on sait qu'il frappe très fort et que ses mouvements sont durs à lire. De Reader, on n'est pas sûr. À voir. Parce que Dricus, il frappe fort, mais il encaisse fort aussi. De Reader, est-ce qu'il est capable de faire ça? On se rappelle, il peut te rendre très vite ridicule, Whittaker. Comme il avait rendu, tu parlais de Vettori à Paris, il l'a un peu rendu ridicule. Complètement. Tu vois, Ouais. tu te déplaces pas bien et tu boxes de façon un peu aléatoire, tu peux vite paraître ridicule. Mais il y a un mais dans ce que je vais dire. On pensait que Dricus allait le rendre ridicule, enfin qu'il allait rendre ridicule Dricus, et c'est pas passé comme ça. Ah non, j'étais dans la salle, Il a ça s'est pas du tout passé comme ça. Oui. Il a éteint. Ouais. Donc voilà. Ramzat, c'est autre chose. Sa dernière défaite, c'est Ramzat, mais on a vu le premier round. Enfin, voilà. Ramzat, quand Mais il tu as raison de parler de Ramzat parce que mâchoire cassée. Ouais. Donc est-ce que ça va avoir des incidences sur la suite? Et moi, j'ai envie je suis curieux de savoir. On a vu que Whittaker était pas mal en défense de lutte. Il a envoyé comme ça. Il a été lourd, tu vois, sur la redondance avec laquelle ça scramblait, ça revenait, ça scramblait. Est-ce que c'est le game plan de Ridder qui est un très très bon grappleur, alors qui est moins lutteur que Khamzat, qui est très fort au sol aussi. Il est déjà rentré en kimono avec sa ceinture noire. Il est très fort au sol de Ridder. Le game plan de Ridder. C'est hyper intéressant. Ouais. Je l'ai noté aussi dans les questions autour de ça. C'est comment il aborde ce combat de Ridder. Après, comment t'abordes le Whittaker en plus de maintenant, tu vois. Et après, il y a un truc qui est très important à dire. Je t'aurais pas donné la même. Là, je vais me lâcher, je vais dire que je vois de Ridder légèrement favori. Je l'aurais pas dit sur 3 rounds. Ok. Ouais. C'est-à-dire que tu penses qu'il peut aller sur la fin. Ça favorise les grappleurs. Ouais, ça favorise toujours les grappleurs. Prendre cet ascendant sur les derniers rounds. Combat, avec la fatigue qui arrive, favorise toujours les grappleurs. Parce qu'arrivé à un moment, ça défend moins bien la lutte, ça fatigue, surtout si tu mets du rythme dans les premiers rounds. Et ouais, j'ai envie de voir. 60-40. Hein. J'ai pas vu les cotes du tout exprès. Pour avoir un jugement vraiment neutre, je te laisse donner les cotes. Je les ai pas vues. Je te les ai données déjà. Ah pardon. Oui. Tu vois, j'étais dans ma réflexion. Attends, je te Vas-y, juste pour qu'on compare avec mon analyse. On les a mis, c'était du 1,56 Whittaker, 2,10 pour De Ridder. Donc tu vois, moi je vois l'inverse. Oui. Mais j'aurais eu tendance à coller avec ces cotes-là si ça avait été sur 3. Ok. Voilà. C'est hyper intéressant. Moi, je pense que là, c'est une envie, c'est pas un prono. Je pourrais assez te suivre sur l'analyse. Moi, j'ai envie que De Ridder gagne. Ça apporte un truc très fun dans la caté. Ouais, c'est un vent nouveau, tu vois, c'est intéressant. Après, Whittaker, il est pas mort, même si je l'ai trouvé quand même décevant. Moi, de Dricus et Khamzat, il m'a déçu. Alors, Dricus Khamzat, on rappelle, sera l'UFC 319, c'est le prochain numéroté. Il y a un risque pour un Nassour, Aldric. Si Nassour bat Caio, mais tu vois, une décision, Caio Borralho, c'est un bon combattant. Enfin, on aura le temps d'ici Paris de faire toutes les analyses sur ce combat-là. Si De Ridder éclate Whittaker, oui, c'est pas. Bien sûr qu'il y a un risque. Il y a un risque. Hein. Bon, ouais. Moi je pense que Nassour va fumer comme il faut Caio. J'aime. C'est mon avis. Mais bien sûr, on rappelle, hein, le MMA c'est la culture de l'instant. Donc, il fait une perf de ouf à Abu Dhabi. Bah oui, bien sûr qu'il y a un risque. Il y a toujours un risque. Carte qui est très, on va la dérouler, mais elle est très fun. Enfin, c'est une grosse carte. Donc, en effet, tu fais un gros truc là-bas contre un mec, comme tu dis, qui amène les mecs au titre, enfin, qui est vraiment un pilier de la KT. Jusqu'à présent, tous les mecs qui ont battu Whittaker, ils ont eu un title shot le combat d'après. Il y a des années, 5-6 ans, pendant lesquelles Whittaker a été le deuxième meilleur moyen de la planète, juste en dessous d'Israël Adesanya. C'était le mec qui n'arrivait pas au-dessus. Mais sinon, c'est hyper solide, Whittaker. Ouais. Si tu fais une grosse perf contre lui, ouais, t'es dans les petits papiers. Et je te dis, moi, sur 5 rounds, autant je voyais, ce qui est fou, hein, j'ai une analyse, je vais pas rentrer dans le détail, on en parlera quand on va débriefer le combat, mais sur 3 rounds, par exemple, tu mets ce combat en disant qu'il y en a un des deux qui est backup à Chicago, je te dis 60-40 pour Robert. Là, sur 5, je me dis, s'il arrive à l'user, parce que moi, je le vois pas quand même faire ça en un round comme Khamzat. Tu vois, parce que je pense qu'il est peut-être aussi fort au sol, malgré le très haut niveau de grappling de Khamzat, mais il est moins incisif sur les scrambles, sur ses positions un petit peu 4 pattes et tout, parce que Robert, il le fait bien. Donc, je vois quand même Robert le déjouer sur les premiers rounds. Mais sur la durée, je sais pas. Il commence à dire lui-même qu'à 93, pourtant c'est un ancien 77, hein, Whittaker, on remet ça dans le contexte. Mais il commence à dire que les cuts sont durs, qu'il a du mal et qu'il va peut-être penser à monter à 93. Moi, je me dis qu'il peut se faire fatiguer sur le long terme. Et on l'a dit, elle est trop fun, cette KT des moyens, parce qu'il y a beaucoup de scénarios, de match-up possibles qui peuvent se transformer.
J'y crois pas non plus parce que je pense que pareil que Nassour va exploser Caio, mais dans un monde où Caio bat Nassour à Paris et que De Reader a fait Whittaker en faisant une grosse perf. J'en veux pas de ce Non mais ça et que Khamzat a pris la ceinture, les scénarios ils sont complètement fous. Cette KT est en plein renouveau, c'est fabuleux ce qui se passe. Même à l'époque d'Anderson Silva, on n'avait pas autant de talents qui arrivent. Donc cette KT, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer dans cette KT. Moi j'aimerais bien aussi que De Reader passe. Moi, j'aimerais que De Reader passe et que Robert monte à 93, parce que je pense qu'à 93, il peut vu le niveau technique qu'il y a, et il est quand même costaud. Ça faisait quelques temps qu'il en parlait, en plus. Moi, j'aimerais que ça se passe comme ça, parce que s'il gagne, il montera pas. Et s'il gagne, il nous enlève un De Reader qui est intéressant dans la KT. Puis c'est un symbole un peu. Mais tu sais, avec tous les épisodes qu'on fait sur aller chercher des prospects ailleurs, à droite, à gauche, si De Reader, il monte aussi haut, aussi vite, dit ouais, il y a des talents ailleurs que l'UFC, et aller chercher les mecs, parce que des fois un double champion one ça peut monter très haut, tu vois. C'est ça. Intéressant sur ça. Le co-main event, Aldric. Ouais. Le co-main event, il est intéressant aussi, parce que c'est un choix assez fort de Petroyan, donc le russe, contre Marcus McGee, l'américain. Alors on donne les cotes tout de suite pour ce combat-là. Petroyan est ultra favori selon les cotes Winamax, 1,23. Marcus McGee, l'américain, 3,35. Donc c'est assez clair. De toute façon, oui, c'est celui qui prend les risques sur ce combat-là. C'est Petroyan. Petroyan, il est en position d'être challenger, là, de redevenir challenger, Aldric. T'imagines que il a 10-1 de record, Marcus McGee. Sa défaite était au LFA en 2022 contre Rafael Do Nascimento. Il est clairement sur un run qui mérite d'être récompensé à l'UFC. Numéro 13 du classement. 2 combats, 2 bonus à l'UFC. Maintenant, juste, on va recontextualiser. Il y a 2 adversaires, il prenait JP Buys, qui est un Sud-Africain que je connaissais moi à l'époque de l'UFC, qui est même plus dans le rooster, tu vois. Donc attention. Ça va trop vite. Jonathan Martinez, ok, mais Gaston Bolanos, pareil, 7-3, tu vois, c'est pas fou, quoi. Là, ça lui fait bizarre parce que Petroyan, attention, c'est ce qui se fait de mieux, mais pas qu'en striking, en liaison aussi. Mix, tu vois. C'est ce qui, pour moi, je le dis depuis très longtemps, c'est parmi ceux qui se fait de mieux en MMA global. Ouais. C'est un combattant de MMA génial, Petroyan. Ouais. C'est fort, Petroyan. Moi, j'aurais voulu le voir aussi. Et là, par contre, je donne un insight. Je te coupe 2 secondes. Il est en forme. Il a fait une partie de son camp avec Mehdi Dakev en Thaïlande. Il est en forme. Ok. On va avoir un bon Petroyan. Il y aura peut-être un Français, d'ailleurs, dans son coin. Ah ouais? Ouais. L'ancien coach de Anissa Meksen. Ah oui. Benoît Z. Ouais. Qui était dans son coin au dernier combat, qui est apparemment son coach de striking en Thaïlande. Donc on aura peut-être un Français dans son coin. En tout cas, c'est un guerrier, Petroyan. C'est lui qui avait pris Sean O'Malley quand il était numéro 1 et que Sean O'Malley était 12 ou 13. Là, il est numéro 3. Ouais. Il y a Sean O'Malley toujours numéro 1. Donc Sean O'Malley est perdu 2 fois contre Merab. Donc tu peux considérer qu'il est plus, en tout cas dans la discussion pour un title shot bientôt. Et il va prendre le numéro 13. Il donne sa chance. Sacré guerrier. Ouais. Tu vois pas McGee faire une O'Malley, tu vois? Ce qu'avait fait O'Malley à l'époque, quoi. Là, je suis plus réservé quand même. Ouais, moi aussi, beaucoup plus. Parce que je dis, c'est fort, Petroyan. C'est vraiment fort. Je pense qu'il a une grosse communauté à Abu Dhabi, parce qu'il est toujours sur ces cartes-là. C'est comme beaucoup de Russes, de toute façon. Ouais. Mais moi, je le voulais le voir contre Merab, en fait, Petroyan. Quand on m'a annoncé ce combat, moi, je le voulais contre Merab et on le met contre Marcus McGee. Le grand écart est assez fou. Ouais. Parce que quand tu vois, Sean O'Malley, il est un peu éliminé de reprendre Merab. Ou Marlon Magomedov, on veut tous, bien sûr, le 2, mais tu peux ne pas le faire tout de suite. Donc le mec logique, vu son run, c'était de redonner à Petroyan. Marcus McGee ici, on ne sait pas trop, mais tant mieux. C'est fun à regarder, en tout cas. Ouais, c'est sûr. Mais moi, je suis plus réservé. Je vois Petroyan faire la diff. Pareil, je vois Petroyan s'imposer et je pense qu'il aura le title shot derrière ça. Tu vois, justement, il a donné sa chance à un mec. S'il fait la bonne perf qu'on attend, let's go, on lui donne le title shot contre Merab. Et Merab, Petroyan, c'est de toute façon toujours fun. Voilà, quand t'as des combattants de ce niveau. Le co-main, Sharapuddin Magomedov, le russe, qui sort d'une défaite contre Michael Page, qui a fait, surclassé, qui a fait descendre la hype de fou. Contre le Canadien Marc-André Barrios, qu'on a vu à Montréal sur l'UFC 315 où était Manon. Les cotes, Sharapuddin, il a 1,11 boulette. Marc-André Barrios, 4,60. Donc là, le truc est assez clair. J'aime bien Barrios, Aldric, il est fun. C'était un combat très, très cool. C'est surtout un striker. Voilà, à Montréal. Il ne cherchera pas la lutte. Là, je pense c'est le match-up pour relancer Chara, quoi. Mais il a pareil, tu vois. Tu le vois autrement que ça?
pas comment utiliser ces termes sans choquer les gens qui nous écoutent, mais il y a un peu du privilège là-dessous. C'est-à-dire que... Bah, bien sûr, évident. On sait que Sharapouddin, on sait maintenant que c'est compliqué la défense de lutte et ce genre de truc pour lui, tu vois. Sa dernière défaite, c'est Page, c'était en striking, et on a vu une masterclass de Page, ça, il y a rien à dire. Là, clairement, on lui envoie un mec qui vient avec des intentions de striker, moins technique que lui. Donc oui, on le met sur un match-up pour le relancer et le mettre sur un verre. Ouais, tu vois, mais Clairement. Mais c'est un business, hein. Je le comprends, on le dit toujours, l'UFC, c'est aussi un business. Le MMA, globalement, c'est un business. Chara, il est vendeur. Il a une gueule. Il a un truc, tu vois, il y a un truc qui fait que oui, il a toujours pas de visa, apparemment, mais il a une gueule. Ça, c'est autre chose. Mais tu vois, t'as envie de le montrer aux gens, t'as envie de le vendre, Chara. Donc, faut le faire briller. C'est là que tu vois, les match-ups, c'est aussi ça. C'est aussi du business, Aldric, les match-ups. Non, mais je suis d'accord. Après, ça reste une compétition sportive et il y a d'autres mecs. Mais là, ils sont allés lui trouver un mec qui arrive pour échanger. Donc, on sait qu'on va avoir quelque chose d'intéressant. Et je vois Chara, effectivement, s'imposer. Et je pense que ça va être spectaculaire. On va avoir des jolis kicks, ça va faire des dégâts, ça va être intéressant. La carte, je l'ai dit, hein, pour le coup, elle est très dense. Enfin, tu vois, c'est une grosse carte. Souvent, d'ailleurs, à Abu Dhabi, Arabie Saoudite, c'est des endroits où où ils envoient un peu le paquet sur les cartes. Il y a quoi d'autre qui t'intéresse Bryce Mitchell, quand même. Ouais, Bryce Mitchell, c'est celui de vendre dont j'avais parlé. Bryce Mitchell contre Saïd Nurmagomedov. Qui n'est pas le cousin. Non, il faut toujours le répéter. En déplaise à Dana. Oui. mais pas que. C'est vrai que Dana, il voit Norma, c'est bon. Non, même pas, il voit Ov à la fin, c'est cool. Ouais. Mais non, il y a Muslim Salikov, qui est toujours spectaculaire, le champion du monde de Sanda. C'est toujours beau ce qu'il fait. On sait qu'il est contre Carlos Leal, plutôt jeune, on sait plein de choses, tu vois, mais c'est toujours intéressant. À 115, il y a un combat intéressant, Ribas-Ricci. Ouais, la vainqueur se place aussi derrière, c'est fun. Sur la main card, Almabayev contre José Ochoa. Alors attends, je te coupe. Est-ce que le premier combat, c'est vraiment Bouchécha ? Oui. Le premier combat qui va ouvrir la prélim ? C'est ce que donne Tapologie. J'allais t'en parler à la fin parce que c'est ce que donne Tapologie. Alors des fois, ils font des erreurs sur les placements, mais a priori, Bouchécha contre Martin Boudaille. Ça va ouvrir la prélim. Qui est top 15, hein, Martin Boudaille à l'UFC en ce moment. Ça ouvrerait la prélim. Qu'à la limite, tu snobs un peu Bouchécha parce qu'il arrive du One. Allez. Je cautionne pas, mais je comprends. Mais Martin Boudaille, il est 15e. Et ça ouvre la prélim. Ouais. Alors que t'as Damon Blackshear, Dave Grant en fin de prélim et tout ça. Ouais. Bon, c'est vrai qu'apparemment, selon Tapo, Mitchell, il est aussi en prélim. Hein, oui, mais c'est le command des prélims. T'es en prélim d'ESPN. C'est comme ça qu'on parle en fait là. Parce que t'as la prélim d'ESPN qui dure 1 heure à peu près. Après, t'as la vraie prélim. T'es sur la prélim que nous en France on a Fight Pass. Tu vois. Donc oui, c'est étonnant. Ouais. Alors, est-ce que tu fais ça en disant je mets un top 15 et un nom pour remplir un peu au début ou... Ils s'en foutent, Abu Dhabi c'est payé. Oui, c'est vrai, t'as raison. Il y aura personne, c'est gratuit les places. C'est comme il n'y a pas de billetterie que Abu Dhabi, c'est un des rares, il n'y a pas de billetterie. Oui, c'est gratos. L'argent que donne Abu Dhabi est tellement grand, c'est comme l'Arabie Saoudite, oui, t'as raison, il pourrait y avoir 2 mecs dans la salle qu'ils s'en foutent. Par contre, Bouchécha, on a déjà parlé plein pendant l'épisode poids lourd. Si vous connaissez pas du tout, allez jeter un œil, allez regarder ce combat parce que vous allez voir un truc au sol que vous avez rarement vu à ce niveau en poids lourd à l'UFC. Hein. C'est un délire quand même. Ouais. Qu'est-ce que tu peux en dire, tu vois, à ceux qui vont le découvrir là samedi ? Une seule défaite contre ma draft, mon premier de la draft de notre épisode de la semaine dernière sur les poids lourds contre Rugrug. Sa seule défaite, c'est Rugrug. Niveau mondial au sol. Voilà ce qu'on peut dire clairement. Niveau mondial au sol. Ce qui se fait de mieux. C'est-à-dire, des fois, on voit des bons grappleurs dans le MMA. Là, on parle de la stratosphère de ce qui se fait de mieux. Alors, son époque, elle est un peu passée, c'est vrai. On est plutôt sur des Kenan Duarte aujourd'hui, mais à son époque, à lui, c'était ce qui se faisait de mieux en grappling. Ouais, en jiu-jitsu brésilien. Non, vraiment, en grappling pour le MMA, vraiment, t'es dans le top mondial. Hein. Ah oui. T'es dans le top mondial de ce qui peut se faire. Donc, vous allez voir autre chose. C'est encore autre chose, je l'avais dit aussi, qu'un Almeida, par exemple. C'est le niveau bien au-dessus de Gelton Almeida. Là on parle d'un mec qui a eu Gordon Ryan, Kenan Duarte, Felipe Peña en face. C'est le top de... C'est ce il a été dans le top 3 mondial à son époque. Ouais. Donc, tu vois, en grappling MMA, qu'on a vu des mecs en MMA, tu vas plus chercher des Gary Tonon, non, mais même, des noms comme ça. Tu as dit, Gelton Almeida, c'est un très bon grappleur. Mais c'est pas le niveau mondial. C'est un bon grappleur pour le MMA. Ouais. Là, on parle de Rodolfo Vieira, de Cyborg Abreu, de Roger Gracie, de Léo Late. Voilà les mecs qu'il a eu en face en grappling. C'est le top du top mondial. Là, très gros combat. Et très gros test d'ailleurs pour Martin Buday. Très gros test pour Martin Buday. Moi, je le vois perdre. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Et pareil, ça serait bien. Ça renouvellerait. Enfin,
Alors, Boudaï est là aussi, mais tu vois, ça. Après, c'est 29 ans, Boudaï, hein, c'est ça? Attends, Ouais, non, donc c'est 33 ans. C'est pour ça que non, mais c'est pour ça que je suis sévère de dire ça renouvellerait, parce que c'est aussi un nom qui peut renouveler un peu. Mais Bouchécha, il y a un truc, tu vois. Donc, ce serait cool que ce soit lui qui s'installe déjà dans le top 15, qu'on nous donne des match-up. Après, il est Puis après, 15e, après, mais il est défaite contre Shamil Gaziev, split contre le Arlovski de 2024, c'est-à-dire le Arlovski qui lutte. Puis après, comme c'est l'UFC en poids lourd, ils enverront Bouchécha contre Derrick Lewis pendant un KO. Puis voilà. J'espère qu'ils vont être un peu patients. Après, attends. Bouchécha, je regarde l'âge en même temps, 35. Ouais, tu peux être un peu patient quand même. Oui, c'est les poids lourds. Tu peux être un peu patient quand même. C'est les poids lourds. On a fait le tour un peu. T'avais un autre combat sur lequel tu voulais mettre un focus? Non, on est bon sur cette UFC Abu Dhabi. En tout cas, je vous le répète, heure européenne, profitez-en, allez voir ça. On a été gâtés. On a eu le PFL de ce week-end à l'heure européenne en Afrique. On a celui-là. On est quand même bien en ce moment. Ouais, on est pas mal. Et tout ça à 1 mois et demi, même pas maintenant, de l'UFC Paris, qui là est un événement bien à nos horaires et bien chez nous. Tu veux dire l'UFC Europe, c'est oui, ça? la passe D qui va bien, Aldric, puisque tu nous ouvres. On a que 3 petites news rapidos, mais des news du week-end un peu UFC qu'on voulait noter parmi les nombreuses news de la semaine. On a un nouveau fight à Paris, Aldric, c'est cool. Alors, quel Français ils nous ont mis? Ils nous ont mis Sam Patterson, le Britannique, contre Trey Waters, l'Américain. Le combat va être très fun quand tu connais les deux. Et surtout, moi je pense qu'il y a quand même une info importante. Kennedy Freeman, Sam Patterson, il y aura pas d'UFC Londres ou Liverpool tout de suite. Voilà à mon avis, ils meublent. C'est-à-dire que ils se sont dit, OK, il y a une date à Paris. Donc du coup, ça me redonne espoir. C'est pas forcément le marché français qui est directement attaqué. Tu sais, il y a une ou deux émissions, je t'avais dit, Alex, je suis inquiet, peut-être que. Et là, je me dis, OK, peut-être que juste au niveau du calendrier, ils ont pas réussi à booker Londres, Liverpool ou Manchester. Donc tu mis. Et que du coup, ils centralisent un peu plus la cote. Mais t'avais pas tort aussi dans la moitié de ton analyse quand tu me disais ça. C'est-à-dire qu'en fait, vu si c'est situationnel comme ça, ils en ont fait un UFC Europe plutôt qu'un UFC Paris. Ouais. Contrairement aux 2 années précédentes. Après, est-ce que c'est parce que on les intéresse moins, ou est-ce que c'est parce qu'ils avaient des fighters anglais à booker aussi? Là, je suis un peu plus partagé avec le recul maintenant, tu vois. Et on va vous faire nombreuses émissions sur ce UFC Paris quand on aura toute la carte. Il nous manque toujours le combat de Benoît. Je pense que ça va tomber dans cette semaine, ça tombe. J'ai vu que la BTT teasait beaucoup d'annonces cette semaine, donc ça m'étonnerait pas que ça tombe cette semaine, ce qui serait le 12e combat. Donc on va rapidement vous faire aussi un bilan de toute cette carte. Qu'on se méprenne pas sur tout ce qu'on dit depuis quelques temps. La carte va être cool. Il y a des combats très fun à voir. C'est juste que vous aurez moins le côté, si vous attendiez le côté franco-français cocorico. D'habitude, il y aura moins de Marseillais, quoi. Tu vois, on est content parce qu'il y a toujours un mec qui signe. Ceci dit, je rappelle, Gomis, quand il a signé, il devait pas signer. Il devait faire l'ARES du vendredi. Tu vois, donc il y a quand même l'avantage à avoir des fights européens sur la carte, c'est que s'il y a un pull-out, ils vont piquer directement en France. On a du visa. Donc, il faut attendre. On a du backup. Attendez avant de dire il n'y aura pas de Français sur la carte. Il faut attendre le dernier moment. Mais je pense que cette semaine, on aura l'adversaire de Benoît. On va être clair, par exemple. Au boxing, tes petits, ils seront prêts. Moi, ils seront prêts. Au cas où. Je connais 2 athlètes qui sont champions d'Arès, qui vont faire des camps pour combattre en octobre à l'Arès, qui seront prêts le 6 septembre au cas où. Et qui iront chercher la KT du dessus s'il faut aller chercher la KT du dessus. Et mes 2 autres news, elles viennent de la conférence de presse de Dana White post-UFC 318. La première, c'est qu'on est à moins d'1 mois de l'UFC 319 et il dit qu'il sait pas c'est quoi le co-main event. J'ai de plus en plus l'impression, Aldric, que sur certaines cartes, pas toutes, je mets pas une généralité tout, mais on l'avait un peu avec Poirier et Holloway. Et là, Ramzat DDP, ça fait longtemps que c'est annoncé. Ça fait longtemps qu'on connaît ce combat. Et t'as l'impression qu'il y a des cartes, ils les fabriquent sur un combat. Moi, je pense qu'ils vont mettre Pico. Et derrière, on se débrouille. Le Evloev Pico, ça fait un beau co-main. Je suis d'accord. Moi, je pense qu'ils vont mettre Evloev Pico. Mais tu vois, ils ont maintenant cette tendance à construire sur un nom. Je vous l'annonce très longtemps avant, comme ça, vous êtes chaud. Là, c'est pas un nom, c'est le nom. C'est le nom. Et d'ailleurs, ils disent que Chicago est sold out. Enfin, la salle est sold out. Donc, t'as eu besoin quasiment que d'avoir ce truc-là. DDP, Chimaev, let's go. Franchement, si j'avais pas 4 camps à préparer, je te jure, je prenais. T'y vas? Ah ouais. Ah, c'est une dinguerie absolue. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Kamzat pour la ceinture. C'est fou quand même. Est-ce qu'on essaierait pas à Jab Live de vous faire un petit truc, par exemple, un petit live ce soir-là? Moi, un live, je suis open. Un live, je suis open. Dites-le dans les commentaires. Y aller, je peux pas parce que je vous ai pas encore dit lesquels. Je vous ai parlé de camp. Je vous en ai dit 4. Je tease un peu pour vous en dire plus jeudi.
J'ai 4 gros camps à préparer, donc je ne peux pas partir sur la côte Est, mais le live, je suis dispo. Ouais, pourquoi pas. C'est une sorte de teasing aussi que je suis en train de faire, mais c'est dans les tuyaux. Sachez-le, on aimerait bien vous proposer ça pour commencer à vous proposer, parce qu'on l'avait dit dès le début de la chaîne, Aldric, on va vous proposer des lives à terme. On avait dit Twitch et on avait dit des lives. Exactement, voilà. Des lives des combats en même temps. Vous pouvez nous suivre pendant que vous regardez, et puis débrief juste après en direct pour débriefer les cartes et ce qui vient de se passer. Petit teasing. Et la deuxième info de Dana White, c'était pour le sourire, parce que tu me connais sur John Jones. Dana White qui dit qu'il peut pas prendre le risque d'avoir John Jones main event à la Maison Blanche au cas où, parce qu'il sait pas si jamais le mec vrille d'ici là. Il vrille tout le temps. C'est quand même dingue. Quand t'as un immense champion comme ça, parce que c'est un immense champion, d'avoir c'est une épée de Damoclès au-dessus de ta tête avec ce mec-là tout le temps, quoi. Ce mec-là a un management hyper carré. Il a un staff hyper carré, mais lui, il vrille tout le temps. Tu peux pas faire autrement. Après, franchement, la casquette et le jersey de John Jones, je peux le laisser dans mon placard maintenant. On peut me laisser tranquille. J'ai même pas envie de le revoir, moi. Tu l'avais sorti, tout était parfait. Tout était nickel. Je l'ai sorti, on a fait l'émission, tatati, top, stop. Maintenant, passons à autre chose. Ouais, non, passons à autre chose. Je suis complètement d'accord. Eh ben, passons à autre chose. Passons au débrief du PFL Afrique. D'ailleurs, en fait, t'as regardé le poster? C'était pas complètement un PFL Afrique. La sous-carte était un PFL Afrique et elle était séparée. Et au-dessus, c'était le PFL Road to Dubai Champions Series. Exactement. Et d'ailleurs, comme il n'y avait pas, on avait dit, c'était un peu le dommage du truc, il n'y avait pas Francis, qui aurait été bien pour cette première carte africaine. Tous les Africains, en fait, étaient sur la première partie de la carte. Il n'y en avait pas dans la deuxième partie. Il y en a un, 100% PFL Afrique dans quelques semaines. Oui. Avec l'ancien fighter d'Ares. Oh, si je ne me rappelle pas son prénom. Ibrahim Mané. Ibrahim Mané. Il y en a, je crois que c'est début août. Mais donc, tu vois, c'était une distinction. Nous, on l'avait compris comme PFL. Non. La première partie de la carte était le PFL. On n'a pas encore eu pour l'instant de carte 100% PFL Afrique. Je pense que l'événement du mois d'août, il est 100% Afrique. Oui, ça doit être ça. Mais peut-être que s'il y avait eu Francis, il t'aurait tout brandé. Évidemment. Ça avait plus de sens. Là, pour le coup, il y avait moins la peine de ça. Mais voilà, c'était pour la petite parenthèse. Bon, on n'a pas beaucoup de combats à débriefer. On en a 3. Par contre, le main event. Je t'attends pour le main event. Le main event. Vas-y. Donc, Costello Hans Tennis qui étrangle Johnny Elben. Je t'avais dit quoi qu'il était dangereux. Quoi le grappling de Costello? Ouais. Et donc, il le finit par l'étrangler, par le même d'ailleurs, il l'endort, quoi. À 10 secondes de la fin, alors qu'il est mené, il va perdre ce combat. T'as plus qu'à finish pour. Si tu fais 18 au dernier round, tu fais match nul au mieux. Donc, il faut le finir. Il reste 10 secondes. Même Ce sport, il est magnifique quand ça se passe comme ça, Aldric. Il reste 10 secondes. Pouah, la folie. Je sens que même Vancenis, il a du mal à étrangler tellement il est fatigué. Et il s'est fait rincer quand même sur les 3 premiers rounds. Johnny Eblen, alors là maintenant qu'on a vu contre Costello, j'ai un avis qui est un peu plus tranché. Je pense que jusqu'à top 10, top 15 middleweight, il y arrive à l'UFC. Les deux seraient cool à avoir à l'UFC. Ouais. Les deux. Je pense que il va pas plus loin parce que à partir du moment où c'est synchrone, tu sens qu'il est. Alors c'est peut-être pas du cas parce que c'est un mec qui s'entraîne dur, vraiment dur, Eblen, tu vois. J'ai vu des trucs sur lui, je le suis. Il a pas synchrone dans les jambes. Peut-être qu'il a un jeu qui est trop énergivore aussi, mais il a pas synchrone dans les jambes. Tu sens qu'à partir du 4, il est sauvé par le gong déjà au 4e, tu vois. C'est ça, ça bascule au 4, vraiment. Sur 3 rounds. Alors en fait, ce qui est fou, c'est que si ce combat il se fait sur 3, alors après tu vas me dire oui, mais il s'est peut-être préparé. Non. Soyons honnêtes, Costello, il a fait de son mieux sur 3 et t'as l'impression que c'est pas la même dimension quand même. Mais tu pouvais avoir cette impression de dire Eblen qui a plus d'expérience des synchrones puisqu'il est champion depuis quelques temps, c'est sans doute lui qui va prendre la mesure des 4 et 5 alors que c'est tout l'inverse qui se passe, ça bascule au 4. C'est ça. Mais il y a quand même un très gros niveau d'écart sur les 3 premiers qui commence à basculer, je dirais milieu du 4. Tu vois, moi je trouve que milieu du 4 il commence vraiment à être fatigué et tu sens un Cancelo Vancenis qui est encore là, tu vois. Et au 5, il se finit par se faire égorger. Le scénario est dingue. Et le scénario. Et je te dis, j'étais devant, tu te dis, mais attends, est-ce qu'il va taper? Est-ce qu'il va Moi, je regardais le combat en live. Je dis, putain. Est-ce qu'il va s'endormir? Est-ce qu'il va taper? Est-ce qu'il va machin? Il reste littéralement 10 secondes. T'es en train de perdre ce combat. C'est pour le titre. Il est nouveau champion grâce à ça. C'est extraordinaire, ce genre de scénario. Ce sport est fabuleux. Quand tu vois le combat contre Grégory Baben, tu te rends compte du niveau de Grégory Baben. Oui. Voilà, c'est tout. Tout ce que je dis. Il l'a battu. Alors, je pense que s'ils font la revanche, il perd, Vancenis. L'autre arrive mieux préparé. Ils vont la faire, la revanche. C'est la première défaite d'Eblen en carrière. Première. Ouais. Mais c'est pour te donner une idée du niveau de Greg Baben. Mais et la salle, elle explose. Quand l'arbitre arrête, elle explose. Devant l'écran, j'explose. T'avais envie d'être dans la salle. Les Sudaf, malgré le fait que c'était qu'en première partie qu'il y avait des Africains, c'est un vrai public de MMA. Ils aiment ça. Je t'ai dit, le travail de Graham Cartwell avec l'UFC, il les a éduqués depuis 15 ans, ils aiment ça. Il y a eu une télé-réalité auquel avait participé, et Ibrahim Mané d'ailleurs, et Manon. Ibrahim Mané dans le premier épisode, la première saison,
et Manon dans la deuxième. Voilà, ils sont éduqués les Sudaf là-dessus. Ils kiffent le MMA vraiment, quoi. Pays de MMA. Ouais. Vraiment, pays de MMA. On rappellera toujours qu'à l'UFC, il y a eu une carte où c'était Dricus le main event et Manon Fiorot T'as le le poster co-main. à la salle. Les deux pour une ceinture. C'est cool quand tu vois ce qu'ils sont devenus aujourd'hui à l'UFC, les deux. On passe au co-main parce qu'il est intéressant aussi pour toi. Donc, Dakota Ditcheva contre Sumiko Inaba. Première chose, Sumiko Inaba, elle vient d'Hawaï. Hein. Elle a la même... c'est tough comme Max Holloway. Hein. Tu vois que qu'est-ce qu'elle a pris comme coup? Et elle est toujours debout. C'est la première fois au PFL que Dakota Ditcheva va à la décision. Ouais. Deuxième fois seulement de sa carrière, puisqu'elle est à 15-0 maintenant. D'ailleurs, j'ai vérifié les cotes pour Ditcheva à la décision. Elles étaient folles. Elles étaient hyper hautes. Tu vois, t'avais un coup à faire avec ce truc-là. C'est un combat de taille clinch. Enfin, il y a ça, les 3/4 du combat. Moi, ce que j'avais envie de te poser sur ce combat-là, puisque le fantasme autour de Ditcheva, c'est si elle vient, il y en a plein sur les réseaux qui nous disent ça. Si elle vient à l'UFC, elle roule sur le top 5. Enfin, pas elle roule, mais elle bat le top 5 UFC. Elle bat même Valentina, la championne. Elle bat Manon, elle bat Grasso, elle bat Blanchfield, elle bat tout le monde. Et elle vous montrerait c'est la meilleure 125 de la planète. Quand tu vois ce qu'elle fait là, si toi, demain, elle signait à l'UFC, ce qui sera pas le cas, puisque elle vient de signer un nouveau multi-year au PFL. Mais si demain, elle arrivait à l'UFC, que l'UFC te dit, c'est Manon Fiorot contre Dakota Ditcheva. Comment il fait, coach, là? Qu'est-ce qu'il prépare? Déjà, je le prends, le combat, tout de suite. Et après, on peut redescendre un peu avec Ditcheva. Je veux dire, elle vient de battre la 60e mondiale, qui est même pas foutue de faire la limite du poids. C'est-à-dire que, quand je dis la limite, attention, la limite, elle est à 115. Mais en général. 125. Enfin, oui, mais la limite inférieure. Ah oui, la limite inférieure, excuse-moi. 115, oui. Et normalement, tu fais 125 avec 1 pound de tolérance. Donc, la majorité des filles, elles arrivent à 126. Ditcheva, elle fait 125,5 sur la pesée. Elle fait même pas 124, Sumiko. C'est même pas une vraie flyweight. Elle est 60e mondiale dans cette KT. On peut redescendre avec Ditcheva et avoir un petit peu de clairvoyance. Je veux dire, elle est très forte. Moi-même, la semaine dernière, quand on te s'est parlé, je t'ai dit quoi? Top 5 UFC. Oui, tu me l'as dit. Je te l'ai dit clairement, top 5 UFC. Bien sûr que c'est meilleur que ce qui se fait à l'UFC de la 5e à la 15e place. Mais en fait, on s'est rendu compte d'une chose. Déjà, je n'ai pas envie de mal parler de Tailita Santos, mais on savait que c'était pas la vraie Santos. C'est la Santos qui s'entraîne dans son garage, qui a été virée de son équipe. Et je reviens pas dans le contexte. Donc déjà, contre Santos, il fallait prendre un peu de recul. Là, on sait que si ça tombe pas sur le clinch tie, parce qu'effectivement, la petite, elle avait une tête en adamantium. Et puis elle fait qu'avancer. Hein. Ça l'a mis en difficulté. Hein. L'anglaise est pas forcément au rendez-vous. Du coup, comme ça avançait, le jeu de kick, on l'a pas trop vu. Alors, les front kicks. Elle lui a mis quelques beaux front kicks. Et peut-être qu'elle a été blessée à la main. Allez. Je veux bien prendre ça en compte. Mais tu te rends compte qu'en fait, sorti de ce game plan de taille clinch où la majorité des filles tombent, soit au corps, soit au visage, il n'y a pas grand-chose. Donc, sur une fille qui ferait aussi grande qu'elle, alors elle a la taille de Kathleen Serminara, donc elle fait 1m73, elle est plus grande que Valentina et même que Manon. Mais à 70, à 73, ça se vaut. Donc, sur une fille comme Manon, le clinch de Muay Thai, elle a réussi, Manon, à l'imposer à Valentina quand même, son clinch de Muay Thai. Donc, oui, elle vient pas de la boxe Thai, mais crois-moi, il est OP, son clinch. Moi, je le prends, le combat, je suis pas inquiet. Hein. Sur l'anglaise, oui, elle a des front kicks, elle a des bonnes jambes aussi. Mais si tu lui avances dessus, et on ne sait pas sur la lutte, si tu luttes timé, qu'est-ce qui se passe? Elle donne quoi, Ditcheva, sur le dos? Elle est jeune, hein. Elle est très jeune, elle a 25 ans. Et puis oui, elle passe la plupart UFC. Mais contre ce top niveau, taille clinch contre une Valentina, c'est pas pareil. Je vais parler de Valentina, comme ça après ils vont dire ouais, voilà, non, il est pas objectif. T'as vu, moi aussi, je t'ai mis Valentina tout de suite. Valentina, c'est pas pareil. Je te le dis, ça passe pas. C'est pas pareil. Et arrêtez avec vos trucs. Oui, mais elle a battu Santos. À Singapour, elle a battu la vraie Santos, qui s'entraînait dans son équipe, qui avait des sparring, pas celle qui s'entraînait dans un garage de 8 mètres carrés, avec son mari qui est préparateur physique, qui est un culturiste. Aujourd'hui, elle s'entraîne comme ça, elle est suspendue pour dopage. Et puis, c'est pas des maths, le MMA. Enfin, on le répétera combien de fois. Moi, je te dis, je vais même laisser Manon de côté, parce qu'après, elle va dire, ouais, c'est parce que c'est Manon. Elle ne passe pas contre Tchechenko. Santos, elle a été battue par Blanchfield, qui a été archi-dominée par Manon. Enfin, il y a des choses qui sont... Maintenant, rappelle-toi ce que je te disais la semaine dernière sur Talisson Texera. Je t'ai dit, Alex, dans 6-7 ans, il est peut-être chez Midas, ou il est peut-être champion de l'UFC. Tu te rappelles de cette phrase? Ditcheva, si elle va à l'UFC, elle sera championne de l'UFC. Mais, et encore, je dis ça, mais j'ai un peu moins de certitude que Talisson Texera, parce que Blanchfield a le même âge. Parce qu'il y a des Teresa Bleda qui est en dessous aujourd'hui, mais qui ont le même âge. Tu sais pas la marge de progression. Et qu'est-ce qui se passe si Blanchfield la met sur le dos? Ouais. On sait pas. Ouais, je suis d'accord. Alors, hyper talentueuse, j'ai aucun doute là-dessus. Très vendeuse, en plus, tu peux la vendre. Enfin, elle a tout le package de Ditcheva. On n'a pas eu Francis, là, on a eu elle. Je crois que son clip, il est passé 9 fois. C'est la star de la soirée pour le PFL, c'est Ditcheva. Ils te la foutent pas en main event parce qu'il y a une ceinture, mais c'est pas Eblen.
c'est Ditcheva, la star de la soirée. Mais décevante star. Mais La voilà. performance, elle n'est pas au rendez-vous. Et tu vois, et ce truc, donc elle vient de re-signer un nouveau multi-year avec le PFL. Déjà, t'es déçu parce que tu sais qu'au PFL, il n'y a pas l'adversité que tu voudrais lui voir, vu ce qu'on pense d'elle. Tu vois, on pense qu'elle peut être top 5 UFC, donc t'as pas l'adversité que t'auras. Je l'ai toujours dit, c'est du prize fighting. Vos combattants, ils prennent pas des coups pour le plaisir, ils le prennent pour gagner leur vie. Bien sûr. Donc, le chèque doit être aussi énorme. La progression, elle est à ATT. Donc on sait que sa progression en termes d'entraînement et d'encadrement, elle va continuer fort heureusement. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas que l'entraînement. Les combats te font progresser aussi. Bien entendu. Donc là, on sait que elle va prendre des filles assez mal classées, puisque là, on parle de la 60e mondiale, t'imagines? Comment elle progresse? Victoria Leonardo, que Manon, après, à son premier combat, était mieux classée que cette fille-là à l'époque. Hein. Aujourd'hui, non, elle est en dehors du roster de l'UFC. Mais voilà, ça veut dire que, en fait, qu'est-ce qui lui reste comme combat? On sait que Santos est suspendu. Bon. Chelsea Hackett? Ouais, non, mais je sais, c'est le problème. Chelsea Hackett qui avait perdu contre Victoria Leonardo au Dana White Contender Series. Ils vont lui mettre Chelsea Hackett, Alex, au prochain combat. C'est un vrai Ou problème. peut-être qu'ils vont lui mettre la gagnante du tournoi, mais dans ce cas-là, c'est pas tout de suite, quoi. Ouais. Tu vois? Mais que ce soit Liz Carmouche ou Jenna Bishop, Carmouche est bien classée, mais elle a 42 ans. Tu vois? Oui, rien contre Carmouche. En plus, on lui a fait un big up la dernière fois parce que tout ce qu'elle a réalisé dans sa carrière. Mais tu vois ce que je veux dire? Jenna Bishop, elle l'a déjà tapé. Ilara Johan, Jenna Bishop, qu'est-ce qu'ils vont lui remettre? Non, le problème, il est là. Et je te dis, moi, parce que c'est une analyse que j'avais fait avec Salah quand il re-signe au KSW, donc je vais pas avoir une façon de penser pour Salah qui est différente avec Ditcheva. Si le chèque était aussi énorme, tu vois, et qu'il y a une différence monstre avec l'UFC, c'est du prize fighting, tu prends le chèque et voilà, parce que c'est important de gagner sa vie. Mais je trouve que c'est pas la même situation. Parce que Ditcheva, tout le monde nous dit qu'elle serait championne à l'UFC. Enfin, beaucoup disent qu'elle serait championne. Salah, les gens disent, il serait top 15. Mais on veut le voir tester. Ditcheva, on nous dit qu'elle pourrait battre Valentina Shevchenko. Et là, ça me frustre. Parce que si on te dit que tu peux battre Valentina dès maintenant, elle va le faire, le move. Viens. Je pense qu'elle va faire un an ou deux. Je sais pas pour combien de temps elle a signé. Est-ce qu'elle a signé un an? Est-ce qu'elle a signé 2 ans? Elle va le faire. Multi-year, elle dit. Peut-être qu'elle a. Si c'est 3 ans, elle se tire une balle dans le pied. Parce qu'à 28 ans, si que t'as pris que des filles rincées pendant 3 ans, ça va lui faire tout drôle le niveau quand elle va arriver là-bas. Et c'est pas des Valentina, parce qu'à mon avis, Valentina, maintenant, elle y sera toujours dans 3 ans. Ça, je peux en attester devant la caméra. Valentina, on n'est pas sûr. Non, je pense pas. Mais quand tu vas. Blankfield, elle va faire face à beaucoup d'adversité dans ces 3 prochaines années. Donc son niveau va progresser. Là, si tu prends que des filles qui sont 25e, 30e, 60e, 70e mondial. Ouais. Tu vois, je te dis, là, ça commence à faire beaucoup. Combat d'avant, elle prend Chelsea Hackett, je te dis qu'elle est quand même très bas dans le classement. Là, elle prend cette fille-là. Au prochain combat, elle va prendre qui? Parce qu'elle peut pas prendre Carmouche. Carmouche est en finale du tournoi. Non, mais quand je regarde, non, c'est compliqué ça. Et c'est là où c'est frustrant. Ah oui. Là, je veux la voir. Puisqu'on nous dit qu'elle a ce niveau-là, je veux la voir. Et que nous deux, on dit que c'est top 5. Tu ne la verras pas, parce que le multi-dire, 2 ans, 3 ans. Le chèque, tu le dis, aujourd'hui, c'est une des 5 plus grandes stars du PFL. Et 5, je suis sans doute gentil, sans doute une des 3. Mais ça, moi, je me Donc le chèque est énorme, c'est sûr. Qu'elles se mettent à l'abri, ça, c'est très bien. On sait que c'est un métier compliqué. Regarde aujourd'hui des mecs, des stars de ce sport qui vivent, je vais utiliser un terme fort, mais c'est juste pour que les gens comprennent, comme des clochards. Evangelista Cyborg, tu vois, au Brésil où il vit, tu vois. Ricardo Arona, je te parle de nom là. Parce que des fois, les gars, vous me tirez les oreilles là. Vous me dites, ouais, mais le Pride. Les gars, les DVD du Pride, j'allais les acheter en librairie. Je les ai regardés comme vous. Parce que en commentaire, ils sont là. Genre, je connais pas. Je suis pas tombé de la dernière pluie, les gars. Parce que là, les mecs me parlent. Des fois, ils me disent, oui, mais Fedor, Bob Sapp, c'était un fric. Les gars, je les ai vus avant vous, les combats, ou en même temps que vous. Le petit extrait qu'on a choisi pour de relayer. En effet. Mais oui, c'était bien sûr que. Pas avec ça. Aldric connaît très bien ça. Vous inquiétez pas. J'allais les acheter à l'époque Fight Store là. J'allais les acheter en librairie moi aussi les DVD du Pride. Donc je connais très bien. Mais je te dis, la suite va être compliquée. Ou alors ils font la connerie qu'il faut pas faire parce que c'est pas une grosse 57 non plus. Ils font un super fight avec Cyborg. Oui, c'est l'autre, bien sûr que c'est l'autre. Ça, à mon avis, il faut pas Elle peut le gagner, hein, mais c'est dangereux parce que Cyborg, elle peut se transformer en lutteuse quand même sur ce combat. Il y aura du poids d'écart. En fait, je vois pas un monde où elle a re-signé là où il y a pas Cyborg à un moment. Pour moi, il y a pas. Ça paraît la logique parce que tu l'as dit. Sinon, il y a pas d'opposition. Donc à un moment, faut lui montrer. Tu vois, faut lui donner un truc. Il a fallu au-delà du chèque, faut lui donner une petite carte sportive quand même à Dakota. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Tu vas faire Cyborg dans un an ou un truc comme ça. Après, ils viennent de signer la championne du monde 66, la brésilienne, là, le PFL. Mais pareil, ça vient de passer pro. C'est celle qui était au Brève, là, la championne du Brève. Tu vas pas lui mettre ça quand même. La fille, elle est même pas dans le top 100 mondial. Mais, à voir la suite pour Dakota, mais c'est pas facile. En tout cas, la performance,
Voilà, sortie du clinch de Muay Thai, pour l'instant, je vois pas beaucoup de choses. Alors, je veux bien qu'elle ait eu la main gauche cassée, peut-être, hein, mais tu vois... Et en plus, tu nous dis que toi, t'imagines bien comment on peut contrer ce clinch de Muay Thai si on est une Valentina Shevchenko ou une Manon Fiorot. Son poids déjà et sa taille, c'est déjà beaucoup plus compliqué à installer, tu vois. On débrief aussi, mais très vite, et après tu nous diras un ou deux autres mots sur des combats si ça t'intéresse, mais le Eji Makki contre Ahmed Magomedov. Je suis obligé de faire avant même de parler du combat, je suis obligé de faire une dédicace à Fernand Lopez. Sur Twitter, j'ai pleuré de rire. Parce qu'il a dit alors, vous lui dites de s'entraîner où à Magomedov après s'être fait lutter par Eji Makki. Franchement, il m'a fait rire. Mais extraordinaire. Franchement, il m'a fait rire. Rabib dans le coin. En plus, tu vois, pareil, tu sais, les mythes que t'effondres comme si ces mecs étaient intouchables dans la lutte. Eji, et là, je vais parler clair, Eji Makki, quoi. La lutte, fort, hein. Il a lutté ce mec-là et il l'a dominé en lutte. Il l'a dominé en lutte. En plus, il a des... Eji Makki, on sait, c'est un combattant hyper complet. Toute sa carrière au Bellator, PFL maintenant, mais il a des trucs très fun. Son lead elbow, là, quand au lieu de jabber, il lead avec le coude. Ouais. Ah, j'aime beaucoup. Là, on a revu. Et la perf en lutte, en grappling, pas que lutte, mais grappling après au sol, quand il te met les crochets, il te... Non. Vraiment, gros coup de chapeau à Eji Makki. On a revu un Makki hyper compétitif, je suis d'accord avec toi. Et tu vois hein, quand Rabib vient le féliciter à la fin, tu vois qu'il y a du respect. Hein. Évidemment. Très bien. Ok. Il l'a battu à son propre jeu. Qu'est-ce que tu veux dire de plus que ça? Franchement, c'était un combat d'un niveau exceptionnel et très plaisant à regarder. Ouais. Après Makki, je trouve que il a 2-3 fois où il a la soumission et ça pouvait être plus carré, mais il revient bien. Mais les 3 derniers du PFL là, le Makki Dakota, parce que c'est quand même une guerre que je te dis, la Wayenne elle en prend dans la tête. C'est une guerre que d'un côté d'ailleurs plutôt. Et le main event avec Costello, c'était pas mal. Ça se regardait tout seul. Ouais. Allez, on est honnête. À 135, c'était un peu moins digeste, c'était un peu moins beau qu'au MENA ou en Europe. Le tournoi, ouais. Le tournoi poids lourd, pas très sympa non plus. Marashib Zenoukov, dont la dernière défaite était faite par qui? Par Mehdi Dakaev. On reparle de ça. On va pas tarder à pareil, Izumi, c'était pas super fort. Enfin, ça manquait un peu d'opposition. Je suis honnête. Mais le combat était plaisant à regarder quand même. Takeshi Izumi, 6-4. Bon, enfin, 6-3 au moment du combat. Pardon, je reviens un peu sur mes mots. Bon, c'était pas non plus combattant du deep. L'organisation avait combattu Cyril Diabaté et Xavier Foupa-Pocan. C'était un peu moins fort le niveau, faut être honnête. Mais voilà, donc Khabib, il nous fait un 2-1, enfin 1-2 plutôt. C'est une soirée sympa à regarder. Ouais, à nos heures. Ouais, très bien. Sympa à regarder. Et je te dis, Makki Magomedov, super combat. Ouais. Vraiment super combat, super fun et super perf de l'américain. On va pas vous débriefer le KSW parce qu'on l'a pas vu. Je vais pas te mentir. On peut pas tout regarder. Voilà, et moi il y avait 50 combats. Soldev, j'ai regardé, mais 50 très grosse perf, mais on peut pas tout regarder, les gars. 50 combats de boxe, enfin, il y avait des gros noms en boxe ce week-end. Pacquiao qui a été un peu volé d'ailleurs. On a dit qu'on débriefe quand il y a des Français. Donc c'est en majorité. Là, pareil, hein, c'est pas que je parle pas des Français, mais il y avait 2 Français engagés, on vous l'a dit la semaine dernière sur le tour de la poids lourd, ça gagne pas. Ça fait une perf, je commente. Ça gagne pas. On va pas retourner le couteau dans la plaie, ça gagne pas. Non, en tout cas, voilà. Moi, on m'a conseillé au KSW, c'est big up à Thierry qui nous l'a conseillé sur les réseaux, le combat féminin. Victoria Sviceva contre Bianca Sattelmayer. Apparemment, c'est une guerre absolue. Donc, si jamais vous voulez aller voir ça, je pense que il disait vrai. Donc, écoutez, on verra ça. Et moi, je voulais terminer l'émission. On a terminé Aldric, ce Aldric NRB encore bien dense, bien chargé, mais je voulais faire un big up à 2 personnes qui ce soir vont faire leur dernière et qu'on fait une émission auquel tu as participé quelques fois et qui a fait bien avancer le MMA français, je trouve. C'est Boulox et Mika Lebou qui vont faire leur dernière ce soir sur leur show. Donc allez voir après avoir vu Aldric Enerby, bien sûr, sur Jab Live. Mais après ça, finissez votre soirée en allant voir. On fait une passe D à leur direct à Boulox et à Mika. Ouais, Boulox et Mika parce qu'ils ont fait du super boulot quand même tous les deux. C'était toujours plaisant de regarder cette émission. Et donc, moi, j'ai pris plaisir. J'en ai fait 5 ou 6. Ouais, ça m'a fait plaisir, ouais. Franchement, c'est toujours assez rigolo. Mais en plus, Mika était déjà très très au point. Il a même fait des commentaires RMC. Mais Boulox, il a fait des progrès énorme en élocution, en tout, entre le début de l'émission et aujourd'hui, c'est plus du tout le même. Il s'est métamorphosé. Ils avaient des connaissances, ils apportaient un côté très fun. Je crois que c'est Mika qui arrête. Ils ont reçu des mecs, je pense qu'ils le. Je crois que c'est Mika qui arrête. Il va le dire ce soir. Ils expliqueront dans l'émission, mais voilà, on tenait à faire un petit big up à eux et au AB Show. C'est triste Mika qui s'arrête parce que il a vraiment une très grande expertise, mais peut-être Mika Lebou, c'est le seul mec qui est parti à l'UFC avec. Il a un job énorme responsabilité dans les travaux publics, dans les
Je crois qu'il est ingénieur, je veux pas dire de bêtises, il l'expliquera mieux que moi. Et c'est le seul mec qui a jamais arrêté son activité professionnelle et qui est parti à l'UFC se battre quand même. Et il a pris des Amin Ayoub, des machins, en gardant son boulot. Je peux vous le dire. Exceptionnel, Mika. Je peux vous le dire parce que je lui en ai parlé, mais on sait pas quand ça se fera, mais Mika, il viendra sur Jab Life quand il sera dans la région et on fera une belle interview sur sa carrière, toutes les anecdotes, tout ce qu'il a vécu. Parce que le mec, il a jamais été vraiment pro, il a toujours bossé à côté. Sur le MMA français, c'est Hall of Famer. Ah oui. Michael Lebou. Mais évidemment. Aucun problème là-dessus. Donc, big up à eux et toujours le dernier big up, il est à Justine, la monteuse, puisque Justine, sachez que toutes les semaines. Elle nous supporte. Le lundi, pendant 1h40, elle écoute Aldric et Nerby débriefer des combats qu'elle ne voit pas. Donc, on lui passe un gros big up. Parce qu'elles sont fous, même. Voilà, exactement, parce qu'elle est toujours là pour nous. Et merci beaucoup. Merci à tous. Merci Aldric. On se retrouve dans Jab Culture cette semaine. Il est possible, j'ai pas encore la confirmation, mais qu'on a un petit invité cette semaine. Il devrait y avoir du guest. Quelqu'un qui est sur Nice et qui va faire des masterclass cette semaine. Un coach de haut niveau en France qui sans doute nous accompagnera dans cette émission en fin de semaine. Merci beaucoup à tous et à très vite sur Jab Life pour la suite de l'aventure. Ciao, ciao.